Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous faire l'épisode actu, le Resson Connecté numéro 78. Cette semaine, pas mal de choses à dire. On va revenir sur William Gomis, on va revenir sur Taylor Lapillus et la problématique avec l'UFC, visiblement. On va revenir sur l'UFC, sur Dana White, sur le fait qu'il ait créé une nouvelle organe box et tout ça. Enfin bon, il y a plein de choses à dire, donc on va pas traîner sur tous les sujets parce que sinon on va faire un podcast fleuve, je pense, qui va durer très longtemps parce qu'il y a quand même pas mal d'infos. Donc on va commencer assez rapidement. Avant de commencer, comme d'habitude, ImportFight, notre partenaire du moment, avec le code promo Tatami10, 10% de réduction sur tout le site. Alors ImportFight, qu'est-ce que c'est ? C'est un site qui vend du matériel qui ne se vend en France que justement sur ImportFight, puisque sinon il se vend aux États-Unis, il se vend en Europe, mais en France, si vous voulez du corner, si vous voulez du hit and move, si vous voulez du primo, donc du matériel, que ça soit MMA, que ça soit box tie, que ça soit grappling, donc du matériel de qualité, puisqu'il sponsorise des combattants comme justement Pereira, on parlera de lui aussi aujourd'hui, comme Belal Mohamed, Belal Mohamed aussi, on va en parler aussi par le truchement d'un autre sujet, mais voilà, sur tous ces combattants-là, et que vous voulez avoir du style, parce qu'en plus c'est plutôt sympathique et c'est qualitatif, et en vous démarquant des autres, tout se passe en description sur le site d'ImportFight, Tatami Connexion, 10% sur tout le site, donc n'hésitez pas. On commence. Premier sujet d'actualité chaude, puisque un combat qui s'est passé la semaine dernière, on en avait parlé avant, on en parle après, la défaite de William Gomis contre Haider Hamil à l'UFC Fight Night 253. Combat qui a été très serré, puisque justement il finit par une split decision avec un 29-28 x 2 et un 28-29, donc à la faveur de Haider Hamil, avec un round 1 clair pour Gomis, un round 3 clair pour Hamil, et un round 2 disputé où les gens voient le combat tomber d'un côté ou de l'autre en fonction des gens. Donc, avant de parler du reste, en tout cas de la sortie, justement, où je peux le lire tout de suite, de William Gomis qui dit merci pour vos messages. Je crois que nous voyons tous deux rounds à 1, mais le problème n'est pas là. J'aurais dû terminer le combat quand j'en ai eu l'occasion et avoir un cardio illimité, mais c'est entre parenthèses, puisque dans le premier round, il y a eu le coup de poing retourné qui a vraiment sonné justement à 1000. Je vais revenir beaucoup plus fort, et ce n'est pas des paroles en l'air. Effectivement, j'en doute pas quand il dit ça. C'est quelqu'un qui travaille, qui travaille à la hauteur des envies qu'il a dans cette organisation, c'est-à-dire d'avoir la ceinture. Il l'a toujours dit. Jusqu'à maintenant, l'UFC lui a mis des bourbiers. Écoute, qu'est-ce que tu penses, toi, de ce round 2 ? Parce qu'en fait, c'est le round 2. On va surtout parler du round 2. Dans le round 1, il y a le knockdown. Dans le round 3, il y a la lutte de Haider Hamil qui lui permet de le gagner puisqu'il envoie du grand end pound et il a du temps de contrôle. Il y a le round 2. T'en penses quoi, toi ? Ça reste très serré. Franchement, selon comment je le regarde, je peux le donner à l'un ou l'autre. Je l'ai regardé plusieurs fois, à chaque fois, je change d'avis. Pas moi. J'ai regardé plusieurs fois et à chaque fois, je suis d'accord avec mon ressenti premier. Je l'ai revu tout à l'heure encore. Effectivement, c'est serré. On peut pas parler de vol. Il n'y a pas de souci là-dessus. Enfin, faut arrêter de parler de vol à chaque fois qu'il y a une split decision. De toute façon, une split decision, comme son nom l'indique, c'est une décision qui est partagée. Donc, elle est partagée d'un côté comme de l'autre. Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci. On l'a déjà dit plein de fois. C'est pas du vol. C'est de l'appréciation. Moi, je le donne à Gomis, ce round. Je le donne à Gomis pour plusieurs raisons. Pour moi, en fait, ce qui a donné le round à Hamil, c'est qu'il a avancé sur Gomis. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? Mais Gomis, il a boxé en reculant. Ça veut dire que boxer en reculant, c'est un style. Son style, c'est de boxer en reculant. C'est pas grave. C'est pas parce que tu boxes en reculant que t'es mis sous pression. Tu vois ce que je veux dire ? Ça n'a rien à voir entre quelqu'un qui subit et quelqu'un qui t'absorbe pour te contrer. Et quand tu regardes les frappes les plus dures qui ont touché, dans ce round-là, elles viennent de la part de Gomis. Il y a eu plus de frappes aussi de la part de Gomis. Alors ça se joue à pas grand-chose. On est à 48 frappes significatives contre 45. Sauf qu'on a 68% de précision pour Gomis contre 57% de précision pour Haider Hamil. Et comme on était à l'Apex et qu'on entendait vraiment le coup des frappes, enfin le bruit des frappes, pour moi les frappes qui ont le plus claqué, qui ont fait le plus de mal, c'est celle de Gomis. Son bras arrière
suivi du crochet, le bras arrière, il faisait mal. Le coup de pied retourné au corps, il a fait mal. Le high kick, même s'il est bloqué avec la main, on sait, un high kick bloqué, c'est un high kick à moitié pris. Et là, il était bloqué du bout des doigts, donc il l'a pris quand même. Donc les plus grosses frappes significatives, à mon sens, sont en la faveur de Gomis. Il y a eu des tentatives d'amener au sol d'Amil, mais qui ont été gérées et contrées systématiquement. Donc il n'y a pas de scoring niveau takedown de la part d'Amil pour celui-là. Et plus les low kicks aussi qui ont été mis par Gomis, en sachant que il y a eu beaucoup de déchets. Alors, je parlais des 68% de précision contre 57, mais c'est vrai qu'il y a des déchets et des belles esquives de la part de Gomis avec des frappes d'Amil qui partent en fait dans la cage parce que bah, il y a des bons mouvements de buste et de tête de la part de Gomis. Pour moi, c'est clair. Je l'ai revu 3 fois ce round à chaud et 2 fois à froid. Pour moi, il remporte ce round parce que pour toutes les raisons que je viens d'évoquer en fait. C'est juste ce côté visuel en fait qui donne le round à Amil. C'est pour ça que c'est une split, parce que tu mets un autre juge, sûrement que ça passe, tu vois. Tu refais le même combat avec des autres juges, peut-être que ça passe, mais d'un autre côté, il paye toutes ses splits en fait. Tu vois, c'est toujours sur la. Voilà, c'est ça en fait. T'es contre un invaincu qui monte, c'est serré. Bon, bah. Il est sur combien? Ouais. 1, 2, c'est sa 3e split à l'UFC. C'est sa 3e split sur 5 combats, en sachant qu'il y en a un autre, c'est une décision, mais elle n'est pas unanime. Tu sais, c'est une majoritaire. Et sinon, bah, c'est la victoire contre Gemouri avec c'est ça qui était litigieux parce que coup dans les parties, pas coup dans les parties. On se souvient de ce triangle de la Bitzer. Donc ouais, effectivement, c'était vraiment c'est pas un run éclatant. Alors c'est sûr que il faut se débarrasser des bourbiers aussi qu'on lui met dans les pattes, parce que ça soit Joe Anderson Brito ou que ce soit lui, Haider Amil, c'est quand même des sacrés bourbiers, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai qu'il fait des split decisions, mais bon, c'est pas pour ça qu'il faut lui retirer. En fait, moi, j'avais vraiment cette impression que les gens voulaient voir gagner Haider Amil, dans le sens où même l'UFC, quand tu regardes, les 2 interrounds, tu sais, normalement, tu sais, ils partagent. Un de l'autre, ou un demi d'un côté, un demi de l'autre. Tu vois, au milieu, ils coupent et puis ils vont dans un coin ou dans l'autre. Et dans les interrounds, en fait, les deux, ils étaient à la faveur d'Amil. En fait, à chaque fois, on était dans le coin d'Amil. Il est invaincu, il est spectaculaire, il a un style un peu à la Topuria, toute proportion gardée, bien sûr, mais avec une anglaise, tu sais, en pression, où il peut te mettre KO à tout moment. Il envoie ses low kicks, effectivement, et puis après, c'est de la lutte. Donc voilà, il fait tout comme Topuria, mais moins bien. faut être honnête. Ouais. Mais c'est un profil, en tout cas, où tu peux voir justement un peu plus de spectacle avec lui, par rapport à un Gomis pour l'instant. Et je pense que c'est ça, effectivement, qui a joué, cette envie de voir monter plus un Haider. Parce qu'au bout d'un moment, tu sais, dans le scoring, il y a aussi le fait que tu restes un homme, ou une femme, ça dépend qui juge, mais homme avec un grand H, on va dire, et que derrière, tu sais, c'est ce que tu projettes pour la suite, en fait, de la catégorie et la suite d'une carrière, tu vois. Et je pense qu'effectivement, on voit plus de suites impressionnantes à l'UFC pour Haider, Amil, plus que pour William Gomis. En tout cas, voilà, pour les non-français, on va dire. Ouais, je pense aussi. Je pense que c'est ça qu'a joué, même si après ce résultat-là, pour moi, Gomis est un meilleur combattant. Oui. Je reste persuadé que Gomis est meilleur que lui. Il peut l'annihiler. Je pense que si revanche il y a, il peut même potentiellement le finir. Et je pense que c'est une bonne défaite, de toute façon. En fait, je suis complètement d'accord avec sa déclaration. Et il faut le notifier parce que c'est rare, les combattants qui font des déclarations, tu sais, où ils ont la tête froide. Il accepte sa défaite, même si pour lui, il pense qu'il a gagné le 2e round, mais il est conscient aussi de ses défauts. Et je pense que c'est une bonne défaite et ça va le booster. Ouais, parce que oui, c'est vrai que moi, c'est le seul truc dans sa déclaration qui me gêne, c'est qu'il aurait pu dire « je pense » ou « on pense, mon coin et moi, qu'il y a 2-1 ». Quand il dit « tout le monde voit 2-1 », non, tout le monde ne voit pas 2-1, puisque la preuve, c'est que même quand tu regardes, j'ai été sur la scorecard UFC, tu sais, tu as la scorecard des médias aussi, et il y a 80% des gens qui mettent la victoire à Haider Amil. J'ai écouté Mandal, il donne la victoire à Amil pour la plupart. Je crois que même tout le monde donne la victoire à Amil.
Donc, quand même, dans les grandes lignes, même Lionel du Café Crème Sport donne la victoire à Amil aussi. Enfin, tu vois, c'est quand même, voilà, il y en a plein qui vont à 29-28 x 2, enfin 29-28, pardon, pour Amil. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Après, ça n'engage que moi pour les raisons que j'ai évoquées. Il y a aussi un dernier point que j'avais noté justement à la fin du round 2, où tu vois un peu le désarroi aussi d'Amil quand il rentre dans son coin. Tu sais qu'il lève les bras, genre en mode, tu sais, saoulé de pas réussir en fait à toucher assez durement Gomis. Tu vois. Et c'est pour ça que j'aurais bien voulu voir en fin de round 2 plutôt le coin Gomis pour voir comment il était lui psychologiquement. Tu vois. Donc. Donc ouais, non, j'aurais bien voulu voir ça. Mais en tout cas, voilà, effectivement, c'est une défaite. Je pense pas qu'elle aura une grosse implication sur la suite de sa carrière à l'UFC pour l'instant, parce qu'on sait que les contrats sont signés par 4 combats et que là, c'est son 5e combat. Donc il redémarre en fait son nouveau contrat entre guillemets, donc de 4 combats supplémentaires. Donc il a 3 combats pour redresser la pente. En fait, je pense que l'implication, elle est sur le choix des adversaires qu'il aura. Je pense que s'il passait à 1000, il est quand même sur une bonne série après Brito, prendre à 1000 qui était invaincu. Je pense qu'il aurait eu un combat plutôt intéressant en termes de classement. Là, pour moi, il aura un autre bourbier en fait. Il va rester au même stade qu'il est. Oui. De toute façon, il va pas intégrer le top 15, c'est sûr. Ils vont le faire traîner un petit peu plus. Ça, c'est vrai. Après, un autre bourbier, il n'y a pas 36 000 bourbiers non plus. Enfin, tu vois, on peut te mettre des bourbiers et des bourbiers, mais quand tu as déjà fait Brito, quand tu as déjà fait Amil, bon, c'est dur aussi de trouver d'autres bourbiers. Tu vois, il y a un moment. J'espère que ça s'arrête au bout d'un moment, les bourbiers, tu vois. Mais même physiquement, tu vois, dans le roster, tu vois ce que je veux dire. J'espère qu'à un moment, t'es plus de mal à en trouver, tu vois, et que tu puisses un peu plus t'exprimer. Non, il faudrait comme un Faresiam, en fait, qu'il arrive à trouver son coup d'éclat, qu'il le mette peut-être en confiance de se dire je suis capable aussi de finir quelqu'un à l'UFC, parce que je pense qu'il y a de ça aussi. Tu sais, quand tu fais de la compétition, ce que je dis aux élèves, tu le sais très bien, parce que tu l'as entendu de ma bouche dans tes premières compètes, ce que je demande à un élève à chaque fois, c'est de gagner son premier combat pour être psychologiquement sûr de pouvoir en gagner un jour dans sa vie. Tu vois, quand tu as gagné un premier combat, tu sais que c'est faisable, tu sais que c'est possible. Ben, je pense que ça soit pour Faresiam, que ça soit pour lui, le fait de se dire, voilà, je peux finaliser un adversaire, je peux le mettre KO, je pense que ça peut changer totalement ton état d'esprit et ta manière de combattre et d'aller peut-être un peu plus loin dans l'envie de finir, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Donc à voir, à voir. En tout cas, pour l'instant, pas de son de cloche sur un départ potentiel mais c'est normal parce qu'à chaque défaite, c'est pas viré de l'organisation quand même. Heureusement d'ailleurs. Mais même s'il y a eu une sortie médiatique de Morgan Charrière qui disait comme quoi l'UFC pouvait être viré à tout moment, ce qui est vrai, que les situations des combattants UFC étaient précaires, ce qui est vrai. Mais heureusement que sur chaque défaite, t'es pas viré parce que sinon, ça serait compliqué au bout d'un moment. Mais il y en a un autre Français qui aujourd'hui, toute la sphère MMA et surtout MMA française en fait s'est activée sur le cas de Taylor Lapillus en relayant tout de suite le fait que Taylor avait été cuté de l'UFC. Donc certains font des spéculations, d'autres ont des certitudes, mais la seule certitude qu'on peut avoir, c'est qu'il n'a pas été cuté. Tu vois. Alors, je dis ça comme ça. Vous allez me dire, mais en fait, s'il est plus à l'UFC, c'est qu'il est cuté. Non, pas forcément. On l'a dit tout à l'heure, justement pour Gomis, un premier contrat, et là c'est une renégociation de contrat parce qu'il avait été à l'UFC il y a longtemps, mais quand il est revenu, il a signé pour 4 combats. 4 combats qu'il a fait à l'UFC avec 3 victoires, une défaite, avec sa défaite contre Bacharat. Mais donc il arrive au terme de ce contrat. Quand on arrive au terme de ce contrat des 4 combats, il y a une renégociation. Mais en fait, c'est pas l'UFC qui te cut, c'est que tu es agent libre au terme de ton contrat. Quand ton contrat il est fini. C'est comme ça. Donc, pour l'instant, en fait, on est dans ce cadre-là, dans ce cas de figure. Il est agent libre. Déjà, il faut préciser cette nuance. Donc, il n'est pas cuté de l'UFC, comme l'a été il n'y a pas longtemps Jairzinho Rozenstruik, où ils ont dit, bon, bah merci, mais non merci. Ça y est, bonsoir. Là, c'est lui qui... alors, pas forcément qui a les cartes en main, parce que quand tes 4 premiers combats, c'est pas toi qui a le pouvoir, entre guillemets. En tout cas, après, ça dépend de ton management, on en parlera aussi. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il n'est pas cuté.
il peut se laisser la possibilité soit d'attendre ou pas, de changer d'organisation ou pas. Moi, j'ai parlé avec Eric Cara, qui est son préparateur mental et qui est très proche de son camp, parce qu'il a une grosse implication dans le camp et voilà. Qui m'a dit, bon, il y a plein d'infos qu'on peut pas divulguer, bien sûr, c'est normal, mais pour l'instant, en tout cas, et surtout que je ne connais pas, mais il y a plein d'infos, enfin, comment dire, personne pour l'instant n'a des infos officielles sur ce qui se passe. Tous ceux qui font des spéculations ou qui te disent oui, il va signer à tel endroit, ou il a été cuté de l'UFC, ou il sera plus remis, enfin, tu sais, il retournera pas à l'UFC, ou il ira au PFL, ou il ira à Ares, ou il ira n'importe où. En fait, personne ne le sait. Les infos, il n'y a qu'une poignée de personnes qui sont dans la confidence, et donc, sorti de cette poignée de personnes, en fait, personne n'a eu de fuite. Personne n'a eu d'écho justement sur ce qui va se passer pour la suite de Taylor. Ça, c'est l'info véridique du moment, c'est celle-là. Donc tout ce que vous pouvez lire, tout ce que vous pouvez entendre en dehors de la bouche de Taylor ou d'un de ses proches, c'est faux. Enfin, c'est faux. C'est de la spéculation. On a le droit de spéculer. Nous, on va spéculer dans ce podcast. Mais c'est de la spéculation. Donc voilà. Tout ce qu'on peut savoir aussi, comme info, c'est que Taylor a changé pour l'instant de management et il s'est rapproché d'Ali Abdelaziz avec Dominance MMA parce qu'il avait besoin pour l'instant d'un manager qui était plus du monde du MMA par rapport à son manager de base. Tu vois, c'est vraiment ça. Donc voilà, mais c'est pareil. C'est un début de relation et donc peu importe ce qui se passera derrière, tu vois ce que je veux dire, c'est un début de relation entre les deux. Donc là-dessus, pareil, pas d'infos. Enfin, tu vois, pas d'infos parce qu'on est au début aussi d'une relation, comme avec tout, avec un nouveau manager, avec une nouvelle négociation ou pas, ou avec un départ ou pas de l'UFC. Tu vois. Maintenant, la question que nous on va se poser, c'est le débat que je veux faire avec toi, c'est est-ce qu'il faut que Taylor il reste ou non à l'UFC, et est-ce qu'il doit choisir une orga française ou une orga internationale? Parce qu'on sait que Taylor, il sort d'une orga française avant de retourner à l'UFC. Tu vois, il a 32 ans, il a 21-4, il a eu la ceinture du KOC, il a eu la ceinture du GMC en 66, en 61, et là il sort de la ceinture de l'ARES en 61. Donc qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il retourne à l'ARES? Est-ce qu'il va à l'Hexagone? Est-ce qu'il va au KSW? Est-ce qu'il va au PFL? C'est quoi le mieux pour lui? Ou est-ce qu'il reste à l'UFC? Il a 32 ans, hein, Taylor. Ouais. Je pense que le mieux pour lui, déjà, c'est d'aller où il y a le plus d'argent. Logique. Tu vois, à 32 ans, là, faut remplir le compte. Retourner à l'ARES, je ne sais pas si l'ARES est en capacité de payer ce que d'autres orgas peuvent payer pour lui. Non, moi je le vois bien sur une autre orga, type KSW ou même Octagone, pourquoi pas. Tu vois, des orgas où il y a de la monnaie, où il a plus que sa place, parce que je pense que hors UFC, potentiellement, il est champion de n'importe quelle organisation dans sa caté. Je pense que c'est un top fighter. À l'UFC, je pense que c'est compliqué. Je pense que la ceinture, on peut oublier. Hein, quand tu vois le top, où il est situé actuellement, avec l'âge, etc., ça va être trop compliqué de monter jusqu'à la ceinture. Donc, pour moi, re-signer, je vois pas un grand intérêt. Écoute, 32 ans, on peut dire qu'il lui reste 3-4 ans à haut niveau. Ouais, 3 ans. 3-4 ans à haut niveau. Pour moi, là, vu la montée en puissance qu'il a récemment, on a vu après sa défaite contre Basharat, il y a quand même une grosse montée en puissance dans sa manière de combattre. Alors oui, il finalise pas les combats. Il y en a beaucoup qui parlent, oui, mais en fait, il se fait cutter parce qu'il finalise pas ses combats. Excusez-moi, mais il y a plein de combattants qui ont fait carrière sans finaliser des combats. Je rappelle qu'on a un Merab Dvalishvili qui est champion UFC et qui finalise personne, qui est le roi de la décision. Donc c'est une possibilité. C'est pas parce qu'on finalise pas des combats que forcément on est cuté d'une organisation. Ça dépend ce que tu apportes aussi en termes de spectacle en vrai. Et quand tu regardes Taylor combattre, je suis désolé, mais pour un combattant qui va à la décision, c'est un combattant qui est pas ennuyeux. C'est un combattant qu'on prend plaisir à regarder. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Enfin, il est complet. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il progresse encore, surtout sur des aspects lutte et sol et défense. Tu vois, parce qu'en boxe, on sait qu'il était déjà très fort. Mais même là, quand tu vois sa variété
de boxe, quand tu vois sa précision, quand tu vois l'énergie qu'il envoie dans chaque frappe, son cardio qui, lui, pour le coup, tu sais, il parlait du cardio illimité tout à l'heure, on parlait de ça pour William Gomis. Lui, pour le coup, il a un cardio illimité. Moi, je pense sincèrement que même à l'UFC, alors après, tout dépend de ce que l'UFC veut pour lui, mais si l'UFC venait à le driver pour lui accélérer un peu le passage au top 15, au top 10, au top 5 et pour aller à la ceinture, en 3-4 ans, c'est possible. Tu peux en 3-4 ans arriver à la ceinture. Le problème, c'est après, c'est combien de temps tu la défends. Si tu t'arrêtes au bout de 4 ans, effectivement, le pari n'est pas forcément bon. À moins qu'il l'aille au bout de 2 ans, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, la chance au titre. Et puis qu'après, il la défende pendant 2 ans, ce qui est possible, et puis il prend sa retraite. Il y a d'autres combattants qui ont fait ça, c'est pas un souci. Maintenant, j'ai l'impression que l'UFC, malheureusement, vu que c'est la deuxième fois qu'ils le. Alors la première fois, ils l'ont pas re-signé. Finalement, il avait fait ses 4 combats la première fois aussi. Finalement, quand tu regardes bien, c'était pareil. Ils ont juste pas renouvelé le contrat. Il avait fait 4 combats la première fois aussi. Je crois qu'il était à 3 victoires et une défaite aussi de la même manière. Il avait été cut, il n'avait pas renouvelé. Pour le coup, il avait été cut. Ouais. Je sais plus. Je me souviens plus combien de combats il avait fait. J'ai pas regardé. J'ai juste regardé pour ici. Bon, bref. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, j'ai l'impression que l'UFC tarde quand même à. Je sais pas. Je crois qu'il y a des combattants, tu vois, comme ça, qui veulent pas regarder. Tu vois ce que je veux dire? C'est même pas ils les aiment ou ils les aiment pas. C'est qu'ils veulent. Ils attirent pas l'intention, comment dire, l'attention du matchmaker. Tu vois, et j'ai l'impression que Taylor, malheureusement, pâtit un peu de cette problématique-là. Donc oui, en soi, c'est pas une fin de rester à l'UFC, et c'est surtout aujourd'hui avec des organisations effectivement qui ont pris de l'ampleur comme le KSW et le PFL. Et puis surtout, avec la légalisation du MMA en France, et ça je rejoins, je sais plus qui c'est qui avait dit ça dans Mandal, mais je rejoins la même chose, je rejoins sur le discours, le fait que ces deux organisations-là fassent confiance en la France et amènent leurs combattants, enfin des combattants en tout cas, beaucoup plus régulièrement sur le sol français, que ce soit le KSW ou le PFL, tu vois, c'est plutôt intéressant aussi de pouvoir combattre face à ton public avec une bourse qui sera sûrement plus élevée que ce que propose l'UFC aujourd'hui. C'est une certitude, mais il n'y a même pas de doute. S'il signe un contrat au KSW, par exemple, et qu'il monte jusqu'à devenir champion, il négociera un gros contrat, c'est sûr. Ouais. Et pourquoi pas même une accélération vers le titre, tu sais, beaucoup plus rapide aussi. Oui, puisque la France est mise en avant. Donc, il y a possibilité. Moi, là où je te rejoins pas, c'est honnêtement, j'y crois pas du tout à la montée au titre. Quand je vois le top de la KT, j'y crois pas du tout. Parce que oui, il y a une montée en puissance après Bacharat, mais c'est des adversaires qui sont très, très, très loin des meilleurs. C'est des beaux noms, mais c'est loin du top niveau. Ouais, je sais pas. Je trouve que les styles font les combats et que potentiellement, Taylor, ça peut être un bourbier pour beaucoup de monde. Je pense qu'il peut monter dans le top 15, mais au top 10, ça coince. Écoute, à voir. De toute façon, malheureusement, je pense qu'on aura du mal à le voir parce que justement, l'UFC peut mettre des bâtons dans les roues. Je sais pas. Le jour où il y aura des infos de toute façon un peu plus claires et qui sortiront ou que ça relâchera un peu de pression et on en reparlera. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, il n'y a pas plus de choses à dire. Sinon, c'est de la spéculation. Moi, je sais que personnellement, je préfère le voir effectivement sur une organisation type KSW ou PFL plutôt que l'Ares ou l'Hexagone. Mais pas que pour le côté financier, parce que ça peut être du kiff-kiff, hein, tu sais, à quelques euros près, on va dire. Mais c'est surtout sur l'adversité, en fait. Je pense que là, il a besoin d'avoir une adversité à la valeur qui est la sienne, tu vois, et je pense qu'il aura plus de monde au PFL ou au KSW, et donc une ceinture plus légitime, entre guillemets, s'il vient à l'accrocher dans ces deux organisations-là, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Donc voilà, on va attendre, on va voir, on verra ce que le off
apportera en on un jour ou l'autre. et puis quoi qu'il arrive, on restera derrière lui, hein, de toute façon. C'est important. C'est important. Alors, on enchaîne avec le combat qui aura lieu ce week-end, Pereira contre Ankalaev, avec un défi que Pereira a lancé à Ankalaev, justement vis-à-vis de ce combat-là. En fait, on sait que les deux s'affrontent à l'UFC 313 ce week-end. Ankalaev est favori sur ce combat et lui est très confiant de remporter cet affrontement. Et donc Pereira lui a dit, puisque tu es sûr de gagner, donne 200 000 $ à l'association caritative choisie par le gagnant. Que vous gagnez ou non, cette somme aidera les personnes dans le besoin. C'est entre tes mains. Alors, je ne sais pas si c'est un problème de traduction ou si c'est pas clair. J'ai pas très bien compris. Donne 200 000 $. Il n'a pas dit le perdant donne 200 000 $. Tu vois ce que je veux dire? Il a dit à Ankalaev donne 200 000, mais c'est le gagnant qui choisit où tu l'envoies. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pereira lui ne donne rien. Non. Où chacun donne 200 000 et le gagnant décide d'où ça va. Oui, c'est ça. C'est pas très clair, hein, ouais, mais c'est pas clair quand même comme information. Non, c'est la traduction. C'est la traduction. Oui, non, c'est possible. En tout cas, Ankalaev, il a répondu: en tant que musulman, tu sais que les paris sont interdits en islam et chaque année, je dois donner 2,5% de ma richesse à des œuvres caritatives. C'est l'un des piliers de l'islam. C'est la sadaqa. Beaucoup d'enfants dans le monde sont dans le besoin. Nous pouvons faire les choses après le combat, mais nous n'avons pas besoin de le médiatiser. Écoute, dans cet échange-là, juste si on prend cet échange-là, bon, écoute, je suis plutôt pro Ankalaev, tu sais, dans ce truc-là, parce qu'il n'y a pas besoin effectivement d'en faire un coup d'éclat comme ça. Tu sais, c'est effectivement, tu peux t'organiser pour faire une donation. C'est pas la première fois que ça se ferait, tu vois. On se souvient de Conor avec Dustin Poirier, bon, même si ça a mal fini. Ça avait été plus que médiatisé. Mais ça avait été plus que médiatisé, effectivement. Et c'est tout le problème à chaque fois. C'est que de la médiatisation a fait la problématique aussi Conor-Poirier à l'époque où Conor n'avait pas payé parce que Poirier n'avait pas montré patte blanche sur la destination de l'argent, tu vois. D'un autre côté, la médiatisation, à ce niveau-là, elle peut avoir du bon, parce que tu vas forcément parler de l'association à laquelle tu donnes, ça va les mettre en avant, etc. Tu as aussi un pouvoir médiatique, donc ça peut inciter des gens. Tu vois, il y a du négatif, il y a du positif. Je pense que l'essentiel, c'est de donner. Si tu peux donner et que tu as envie de donner, voilà, l'essentiel. Après, que tu le publies, que tu ne le publies pas, ça, c'est ton problème. Mais s'il donne les deux, c'est une très bonne chose. S'il donne les deux, c'est une très bonne chose. Mais bon, en tout cas, oui, le fait de le médiatiser, mais post-fight, tu vois. Je sais pas. En tout cas, cette intervention de Pereira, je l'ai pas comprise véritablement. Franchement, je suis pas très fan de ce truc-là. Enfin, de toute façon, tu sens qu'il y a une animosité entre les deux parce que les deux s'invectivent beaucoup sur les réseaux. T'as Ankalaev qui l'a attaqué. Alors ça, je suis moins d'accord avec lui, mais qui l'a attaqué sur le fait que Pereira était alcoolique par le passé. Tu vois, en disant qu'il accepte d'être sur tous les événements UFC pour profiter de l'alcool gratuit. Bon, ça, c'est un peu en dessous de la ceinture. Surtout que Pereira l'a dit. Même si lui, ça l'impacte peu, il n'était pas vraiment super cool avec cette intervention-là parce qu'il sait par où il est passé. Et justement, il dit qu'il faut penser à toutes les personnes qui passent par ce même cheminement justement pour arrêter l'alcool. Et qu'Ankalaev joue avec le sentiment des fans qui sont passés par là. Là, pour le coup, je redonne le point côté Pereira. C'est bien parce que tu sais, c'est un espèce de ping-pong comme ça entre les deux et tu peux donner des points d'un côté comme de l'autre. Mais là, où Pereira, c'est le vrai vainqueur, c'est que quand il a dévoilé qu'il avait vu des sacs, parce qu'on parlait du Ramadan. Le Ramadan, pour le fait, d'ailleurs, il y a une grosse polémique, enfin, c'est pas une polémique, mais c'est en tout cas, il y a de la discussion, justement, pour savoir si le Ramadan allait être un impact pour même ce une des combat-là. principales discussions. Dans tous les podcasts, ça parlait de ça. Est-ce que ça va être un facteur X ou pas? En tout cas, sur le cutting. Alors, ce qui est marrant, c'est que il y a beaucoup de musulmans qui ont dit que pas forcément. Bah, tu sais, dans les on va dire les chroniqueurs qu'on a vus, tu vois, je pense à Hannes dans Mandal, il dit oui, non, je pense pas que ça va impacter plus que ça. Tu vois, c'est marrant, les gens qui le vivent savent ce que ça fait, et donc, c'est comme il l'a dit, à juste titre, j'étais totalement d'accord avec lui, tu meurs pas quand tu fais le Ramadan. Enfin, tu vois, t'es pas là en train de tirer la langue et tout ça. La question, c'était uniquement sur le cutting.
c'est uniquement sur le cutting. Mais en tout cas, oui, mais parce qu'il y en a d'autres qui ne vivent pas ce truc-là et qui disent ouais, en vrai, enfin, tu sais, genre, parce qu'en fait, non, c'est pas pour ça. C'est parce que les gens disaient, oui, mais ça va impacter aussi son camp. Tu sais, dans le sens, les gens qui l'entourent, qui vont faire le ramadan et qui seront pas optimales pour finir, oui, j'ai entendu ça, pour finir la préparation dans Kalaev sur cette dernière semaine. Tu vois? Mais la préparation, C'est elle est finie, ce que disait de Hannes. toute façon. Mais oui, non, mais tu t'entraînes toujours un petit peu, tu vois, t'as toujours un peu de trucs et tout ça, mais c'est à la marge. Et donc, genre même, tu sais, ils seront pas concentrés sur Ankalaev, sur le coaching, sur ceci, sur cela. Et comme il a dit, Hannes, il a dit, mais faut arrêter de croire qu'on est mort cérébral quand il y a le ramadan. Enfin, on peut discuter, on peut parler, on peut Et on peut vivre, faire du sport, on peut tu vivre peux faire normalement. Tout le monde travaille, tout le monde, la terre ne s'arrête pas. Ouais, donc voilà. En plus, Bon, la si coupure, je t'écoutes crois certaines personnes, qu'à vous travaillez Vegas, pas trop pendant cette période. la coupure, elle est assez tôt. Elle est, je sais plus dans quel podcast ils avaient vérifié, mais je crois que c'est vers 18h, 17h45, quelque chose comme ça, à Vegas. Donc Ah ouais. c'est super tôt. Bah, même ici, de toute façon, tu sais, c'est Ouais, 18h40. ouais, c'est tôt, c'est tôt. Les mecs combattent à 22h, 23h. Enfin, tu sais, t'as largement le temps de te restaurer et de t'hydrater. Mais bon, et donc Pereira, parce qu'Ankalaev a dit comme quoi ça allait être justement quelque chose en la faveur de Pereira ce Ramadan, qu'il avait fait exprès de le choisir, enfin tu vois, il fait son trash talk à partir de là. Et Pereira, il a dévoilé qu'il avait vu des sacs justement donnés par l'UFC avec le nom d'Ankalaev, avec des repas et avec des heures de prise de repas. Parce que tu sais, tu as le repas du midi, tu as le repas du soir, tu as ta collation, enfin tout est fourni quand tu es sur la Fight Week, justement pour que tu n'aies rien à prévoir. En fait, il finalise ton cutting avec un nutritionniste qui t'apporte des repas adaptés à toi et à ce que tu dois encore perdre et tout ça. Donc il a vu tous ces sacs-là. Et donc il dit en fait, le ramadan n'est qu'une excuse en fait, pour Ankalaev en cas de défaite et qu'il le prend déjà comme excuse. Et t'as Ankalaev qui a répondu et qui a dit « J'ai suivi le jeûne à la lettre, sauf cette semaine, où je vais devoir le rompre quelques fois, parce que je dois m'assurer de boire de l'eau et pour réussir mon cutting. » Ce qui est très vrai, hein. Non, là-dessus, on est d'accord. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il dit Je l'ai suivi à la lettre, sauf cette semaine. » Sauf que cette semaine, c'est la première semaine. C'est vrai, c'est la première semaine. C'est exceptionnel. Ce mec-là, on parle de son fight IQ, mais même dans le trash talk, il en a pas. Tu vois. Ah, c'est pas Sun Tzu l'art de la guerre, lui, hein, je te le dis. Hein. Ah, c'est. Euh, Ouais. Bah, Bah, du après, je coup, comprends ce qu'il veut non mais, dire. non, mais oui, oui, bien sûr. Non, mais du coup, la question, elle ne se pose plus. Il n'y aura aucun impact. Voilà. Non, après, je comprends ce qu'il veut dire. C'est est-ce qu'il jeûne, sauf par exemple, on est quoi? On est jeudi. Aujourd'hui, ouais, c'est aujourd'hui où c'est le cutting. Donc, c'était pas jeudi, c'était hier. Tu sais, le jour où tu bois énormément d'eau. Tu vois. Est-ce que c'est le seul jour où il va faire une entorse à son ramadan? Tu vois, parce qu'il dit, sauf cette semaine où je vais devoir rompre quelques fois. Tu vois, donc si c'est pour vraiment faire le côté hyperhydratation pour justement Ouais, faire ton cutting, ouais, et que le reste il fait son jeûne. Mais bon, quoi qu'il arrive, ça sera pas super impactant non plus, tu vois. non, On non, sait que non, voilà, il sera je pense hydraté. qu'il sera en pleine forme. Je pense que les deux seront en pleine forme et qu'on aura un super combat. Parce qu'en plus, il y a de la tension. Ouais. Mais parce que les deux jouent gros, hein. Les deux jouent gros. Ah, il y en a un qui joue sa ceinture Ouais. et il y en a un qui joue la fin de carrière. Tu vois, c'est vraiment ça. Il y a vraiment ce truc de fin de carrière de qu'est-ce que ça peut t'apporter derrière si tu remportes le combat. La ceinture, c'est normal. Bon, bah voilà, ça change ta vie. T'as gagné ta ceinture. Ça fait longtemps que tu la veux. Il est passé à côté quand il avait combattu contre Blachowicz. Il veut pas passer à côté une deuxième fois. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais Pereira, qui au passage est à 103 kg 2, parce qu'il faut le dire quand même, enfin, il était à 103 kg 2 en début de Fight Week. Bon, j'ai pas de. Lui, il n'a pas de problème de cutting. Oui, ça va le faire. Tu sais, on voit ce chiffre-là, on se dit, voilà, oh 10 kilos à perdre, 10 kilos à perdre, il va les perdre, il n'y a pas de problème. Là-dessus, j'ai pas de doute là-dessus. Mais Pereira, s'il gagne, il va battre le record de 2012, qui était détenu par John Jones, où il avait défendu sa ceinture 4 fois en un an, mais en 364 jours. S'il remporte ce combat, il aura remporté 4 fois des défenses au titre en 329 jours. Donc il y a déjà là-dessus un record à battre, ce qui est en plus un beau record, parce que c'est depuis 2012, quoi. Ça fait 22 ans, 23 ans qu'il n'a pas été battu le record.
Donc ça, Ouais, et c'est puis quand en même ouf. plus, vu à l'allure où les champions actuels combattent, je pense qu'il sera pas prêt d'être battu le record. Ouais, 13 ans, pardon. Je dis 22 ans, 13 ans. J'ai eu un problème de mathématiques. Et qui sera, oui, effectivement, quoique tu peux avoir un Duplessis qui peut battre ce record. C'est le seul que je vois là, Tu qui penses? combat quand même assez régulièrement. Euh... Ouais, 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 c'est vrai. À voir. Mais c'est vrai que c'est, en tout cas, dans les potentiels champions, là, Duplessis, pourquoi pas, effectivement. Qui aurait le star power pour combattre plusieurs fois et qui pourrait défendre. Mais même, tu vois, je me dis, en fait, même les combattants les plus prompts à combattre plusieurs fois, tu vois, parce que je pense à Kamaru, Ah, je tu dis, pense il combat à souvent, Adesanya. il combat tous les 6 mois, Duplessis. Ouais, en fait, non, parce que c'est vrai, mais tu sais, t'as des combattants comme ça, tu les vois combattre souvent, et en fait, pas tant que ça, parce que je me dis, si c'était vraiment le cas, tu vois, un Adesanya, par exemple, il aurait battu le record, parce qu'il lui aussi, on le voyait tout le temps. Mais on le voyait tout le temps, mais Parce finalement, que c'est c'est pas si mis tout en le temps que avant. ça. Et voilà, Ouais, il y a une grosse médiatisation sur lui, donc tu as l'impression de le voir tout le temps, mais finalement non. Tu vois, Duplessis, c'est tous les 6 mois environ. ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc oui, ça va pas prêt d'être battu, effectivement. Parce que sinon, ça aurait été fait avant. Donc c'est quand même une grosse perf, s'il arrive à le faire. Et puis surtout parce que derrière, Pereira, il cible trois combattants, et pas des moindres, on va dire, pour la suite. Dricus Duplessis, il a dit voilà, je veux bien l'affronter parce que, En parce que voilà, 93. Il veut l'affronter en 93 kilos. il veut l'affronter en 93 kilos, mais bon, pour ça, si t'es champion, c'est quand même mieux, tu vois, encore, tu vois, en termes de hype sur le combat. Surtout si tu te débarrasses d'un mec qui est censé t'apporter une incertitude en grappling, tu vois, et en lutte, ça met un peu plus de hype contre Dricus Duplessis. Par contre, s'il se fait rouler dessus et qu'il se fait amener au sol pendant 5 rounds et qu'il se fait malmener, bah là, tu te Ouais, dis ça n'a tu pas perds toute lieu la d'être, hype. tu vois. Derrière, il y a John Jones ou Aspinal. Parce que lui, il dit John Jones, mais Dana White dit en fait que ça se ferait pas avant justement l'affrontement Jones-Aspinal qui aurait lieu cet été, normalement. Normalement, c'est ce qu'il a l'air de se dire. Donc ça serait Jones ou Aspinal. Et après, Usyk en boxe. C'est ce qu'il voudrait. Ouais, Tout donc ça, on est sur une fin de carrière. oui. Oui. Potentiellement, là, c'est sa dernière vraie défense, entre guillemets. C'est défense sportive qui a du sens. Et après, il veut des super fights. Et après, il veut des super fights. Le problème, c'est que si tu te fais rouler dessus par Ankalaev, t'oublies Dricus, t'oublies John Jones. Enfin, en fait, où est l'intérêt de voir ces affrontements-là? Tu sais, même ne serait-ce que d'affronter Dricus avant John Jones, moi j'aurais affronté John Jones en premier, tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Parce Non, que c'est après, vraiment. je pense qu'il donne les 3 noms. Il n'y a pas d'ordre, tu vois. Ouais. Il donne les Ouais, trois mais. noms en disant celui. Tu vois, s'il a l'occasion, je pense même que s'il a l'occasion de prendre Usyk avant tout le monde, il prend Usyk. Hein. Oui, je suis d'accord. Non, mais tu prends pas John Jones avant de prendre Dricus. Si tu montes en poids lourd, bon, même si on sait qu'il est déjà avec un physique de poids lourd. Mais après, redescendre en 93, quand tu vois qu'il prend quand même du poids petit à petit, enfin, tu vois, tu sens qu'il s'étoffe un peu. Tu vois, c'est dur de redescendre après. Hein. Déjà que là, en état actuel des choses, il voulait pas redescendre parce que c'était dangereux pour sa santé. Plus il va monter, plus ça va être compliqué. Ouais. Ouais, je pense que c'est possible quand même. Parce que je le vois pas monter non plus à 115 kilos, tu vois. Ouais. Ouais, Je pense qu'en lourd, il sera pas beaucoup plus lourd que ce qu'il n'est là. ouais. Mais en attendant, en tout cas, même s'il se fait rouler dessus par Ankalaev, tu vois, Là, le c'est combat fini. contre Jones n'a pas lieu d'être. Parce que Jones, déjà que là, comme ça, on se dit qu'il n'y a pas match, très honnêtement. Donc, Non, si Ankalaev t'impose sa lutte et son sol, tu peux oublier John Jones. ouais. Mais même Dricus, en vrai, c'est compliqué. Hein. Hmm. Oui, puisque pour moi, Dricus a une meilleure lutte que Ankalaev. Ouais, oui, oui. En tout Et un cas, meilleur sol. il est plus fort au sol, il n'y a pas photo. Ouais, je suis d'accord. Et dernier point aussi, c'est que, bon, alors après ça, tu donnes la valeur que tu veux, mais nous, je sais qu'on ne donne pas énormément de valeur à ce classement-là, mais Dana White ouvre la porte au fait que s'il bat Ankalaev, il serait numéro 1 pound for pound aussi, en cas de victoire. Ouais. Ce serait cocher une case supplémentaire. Oui, en fait, ce classement te donne juste l'opportunité de faire un peu ce que tu veux, en fait. Je pense que ça te donne une légitimité
Tu vois, et après, on va te vendre en tant que numéro 1 point de forpand et après, on te refuse quasiment rien, en fait. Ouais, c'est ça. Là, je pense que le fait de passer dans la catégorie du dessus, par exemple, ça va être beaucoup plus simple s'il est numéro 1 point de forpand parce qu'ils vont mettre ça en avant. Ils vont dire, voilà, tu vas faire le combat, par exemple, si jamais il doit combattre Jones, tu vas dire le plus grand combattant de tous les temps contre le numéro 1 point de forpand actuel. Ouais. Ouais. Le GOAT contre le numéro 1 pan de. C'est ça. Et le vainqueur devient le nouveau GOAT. Enfin, tu sais, si jamais il gagne, on lui offre la position de GOAT parce qu'il aura battu le GOAT. Il aurait gagné dans 3 catégories différentes. Écoute, à ce moment-là, ça serait. J'ai du mal à le dire. En fait, c'est très ça dur. va me faire mal. Hein. Ouais, mais c'est très dur à dire. C'est très dur à dire parce qu'en termes d'accomplissement, Alors, en termes d'accomplissement de ce qu'il a fait, oui, il a déjà fait des trucs de fou. Par contre, sur l'adversité qu'il a affrontée, je suis pas d'accord. Je peux pas le mettre GOAT, en fait, c'est juste ça. C'est ça. Mais c'est vrai qu'en termes Exactement. d'accomplissement, imagine, il a pris la ceinture des 84, 93. Si demain, il est amené à prendre la ceinture des lourds, en vrai, tu peux plus rien dire. C'est bizarre de le dire, comme j'arrive même pas à le dire, mais tu peux rien dire. J'arrive pas à le dire. En termes d'accomplissement, ça serait le plus grand. Attends, parce que je viens de capter un truc là. Mais c'est vrai que j'ai pas tilté tout à l'heure. Tu m'as dit Dricus en 93. Effectivement, oui, non, en 93. Oui, si, il peut redescendre en 93. Non, j'étais en mode, il redescend en 84. Donc c'est pour ça, en fait, que j'y étais il a plus. dit qu'il voulait Non, Dricus en Dricus monte. 93. Voilà, Dricus monte de catégorie. On est d'accord. Ok. Ouais. Non, mais j'ai bugué complètement un quart de seconde là. Mais effectivement, enfin tout à l'heure. Donc oui, en 93, oui, d'accord. Ouais, il y a un peu plus sa chance quand même en 93 qu'en 84. 84, je le vois pas du tout, Ah non, c'est pas fini. du tout performer. Ouais, non, mais on est d'accord. Non, mais c'est pour ça que je te disais remonter à Jones et puis redescendre. En fait, c'est pour ça que j'avais cette réflexion-là. Mais non, si c'est en 93, oui, effectivement, il peut recombattre, il peut redescendre en 93 tous les jours. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, effectivement. Donc, ouais. Mais tout dépend de ce combat-là qu'on va avoir ce week-end. Putain, j'ai tellement hâte. Vraiment, j'ai hâte de voir ce combat-là. C'est un combat que j'attends beaucoup. Ça sent encore les cernes sous les yeux, je te le dis, moi, cette histoire. Mais bon. En tout cas, on enchaîne. À moins que tu aies quelque chose à rajouter sur le sujet, non? On enchaîne avec le combat d'Edwards contre Brady. Finalement, il a été déterminé, alors selon Edwards, hein, mais que ça serait le prochain title shot. Le vainqueur, en fait, aurait le title shot. C'est le title éliminator, on va dire. Parce que Edwards, il voulait prendre le short notice contre Belal Mohamed pour le 315. Justement parce que en fait il y a eu Shavkat Rakhmonov qui a été déclaré forfait et donc il y a eu ce moment de flottement pour savoir qui allait le remplacer. Finalement c'est Jack Della Il a eu quoi Magdalena. déjà, Shavkat? Une blessure. Je crois que c'est le genou. Non, c'est pas le genou. Sur le premier combat, c'était Belal qui avait son problème d'infection. Ouais, Et là, d'infection. je me rappelle plus du tout, il a eu quoi, Shavkat? Moi non plus, j'ai pas. Et puis j'ai pas en regardé. Bon après ça, c'est pas très grave. Mais donc Jack Della Maddalena qui devait combattre contre Edwards a été propulsé à la chance au titre contre Belal Mohamed et Sean Brady a remplacé Jack Della Maddalena pour affronter Leon Edwards à l'UFC Londres. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'UFC a refusé la demande d'Edwards parce que la raison, en fait, c'est que l'événement il est construit autour d'Edwards, justement pour Londres, et qu'on ne pouvait pas laisser l'enlever lui et laisser Della Maddalena seul en tête d'affiche. Ça collait plus du tout. Donc, on lui a promis que le vainqueur de Edwards contre Brady serait. Alors, j'ai plus de chance, enfin, j'ai plus de facilité à le croire pour Edwards que pour Brady, mais bon, voilà, après, c'est l'UFC, on verra ce qu'ils donneront. Hein. Ouais, Mais aurait une chance pour le titre en cas de victoire. Donc, son objectif étant de devenir champion pour une deuxième fois. Donc, maintenant, il est confiant. Hein. Pour lui, battre le style de Brady, c'est quelque chose avec lequel il est à l'aise. Enfin, tu vois, il a pas trop de soucis avec ça. Tu vois, ça l'inquiète pas de combattre contre Brady. Mais quid de Shavkat, en fait? Shavkat qui devait prendre le vainqueur de Della Maddalena contre Belal, en fait. En fait, c'est pour ça que je te demande, est-ce qu'on sait quelle est la blessure? Parce que ça peut déterminer le fait qu'il passe title éliminator. Tu vois, si c'est une blessure qui te sort de la cage pendant un an, par exemple, ça peut justifier qu'on trouve un autre contender. Ouais. T'as pas cherché? Shavkat. J'ai pas trouvé de. Parce qu'il y a sa blessure qu'il avait à l'UFC 310, mais je pense pas que ce soit ça, tu vois.
Ouais. En plus, il me semble qu'on en avait parlé. Mais je me demande si c'est pas le genou. C'est ça, hein. Donc c'est le ligament croisé déchiré qu'il Ah, a lui, eu la contre Yann blessure, Gary. il y a 4 mois. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est ligament croisé. Ouais, donc il en a pour un an, quoi. Un peu plus d'un an Il même. en a pour un an. Donc tu vois, c'est pas déconnant C'est une de. déchirure ou c'est une rupture? C'est, je te dis ça, déchiré. Ouais, c'est Il y a moins écrit long. déchiré. Après, c'est Ouais, selon déchiré, si c'est une déchirure, c'est moins long. Si c'est une déchirure, c'est moins long. Bon, écoute, ouais. Bon, en tout cas, ça justifie effectivement que quand tu vois que Belal, c'est quand même un combattant assez actif, effectivement, même si Belal, il parle de monter, hein. Alors, Belal, non seulement il parle de monter, mais c'est surtout qu'il refuse catégoriquement d'affronter Leon Edwards. Moi, j'ai vu une sortie de sa part où il disait: Tu vas attendre 3 ans avant d'avoir la revanche, comme tu m'as fait attendre. Il est hors de question qu'il l'affronte, d'après lui. Ouais, ouais. Après, on sait que si l'UFC met la pression, l'UFC aura gain Aussi. de cause. Je pense aussi. Mais écoute, moi, je trouve pas ça déconnant, d'un côté comme de l'autre, dans le sens où c'est une revanche qui m'intéresse. Mhm. Et si c'est Brady qui passe, ça fait un accélérateur de carrière, ça met un nouveau nom tu sais, sur le devant de la selle avec une revanche en plus. Si, en tout cas, si Belal confirme contre Della Maddalena et qu'il garde la ceinture, ça fera une revanche contre Brady. C'est un combat qui m'intéresse aussi. Oui. Donc, bon, le premier, il n'était pas foufou, hein, mais il y avait eu des rumeurs, on en avait parlé. Visiblement, il n'était pas dans le De meilleur état, menaces. Sean Brady, voilà. Sean Brady avait dit qu'il avait reçu des menaces. D'ailleurs, C'était ça avait pas fait de à. bruit, hein. Il avait fait une Non. sortie médiatique, et puis après, ça Mm. avait été coupé de partout. Oui, et puis on l'a plus revu pendant longtemps aussi. Et puis on l'a plus revu, ouais, et, on avait lu l'article juste avant qu'il disparaisse. Et Alors, visiblement, en fait, la menace, c'était qu'il avait reçu des menaces. Là-bas, c'était à Abu à Dhabi. Abu Dhabi, ouais, ou comme quoi, s'il gagnait contre Belal, il allait finir enterré dans le désert. Voilà, c'était ça les menaces qu'il avait reçues à ce moment-là. On en avait parlé dans le podcast à cette époque-là, et c'est vrai qu'il a fait sa sortie médiatique et que derrière, bah, justement, il y avait une longue traversée du désert. Alors, il n'avait pas été enterré dedans, mais c'est vrai qu'il n'a pas combattu pendant longtemps. Donc là, il revient. Et effectivement, ouais, là, il y aurait potentiellement cette revanche, mais je ne pense pas qu'il l'accepterait à Abu Dhabi, là, pour le coup, Ouais, bah si oui, jamais il y avait. De c'est sûr même. toute façon, il avait dit qu'il ne recombattrait plus là-bas, Il veut qu'il plus combattre remettrait là-bas. plus les pieds là-bas. Ouais. Ouais, ouais. Donc écoute, dans les deux cas, Donc, moi, ouais, ouais, je suis OK. Je suis OK avec cette idée. En plus, il y a Della Maddalena qui a un combat pour la ceinture, donc ça fait aussi un nouveau nom, tu vois, qui brûle un peu les étapes, ce qui n'est pas plus mal que de voir tout le temps des revanches et des revanches et des revanches. Donc, moi, ça me va. ouais, moi aussi, ça me va. Et puis, comme j'ai dit, hein, de toute façon, l'opposition Edwards contre Brady, ça me va aussi. Donc c'est vrai. Et puis, en plus, si Brady se débarrasse d'Edwards, il est totalement légitime à la ceinture. Bien sûr, puisqu'il est Ah, classé tu numéro bats 1. l'ancien champion. Ouais, et puis tu bats l'ancien champion, de toute façon. Donc, Et donc puis d'un autre effectivement, côté, c'est pas Edwards, choquant. parce que Brady, c'est quand même un très très bon lutteur et un très très bon grappleur. Oui, C'est quand très même, puissant. c'est quand même une bonne prépa en cas de revanche contre Belal, tu vois. Oui. T'affronterais quand même un mec qui a plus ou moins le même profil. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc c'est pour ça. Mais c'est vrai que tu vois, les hasards de calendrier font que des fois, bah, ça peut te Ouais, faire tu vois, sauter une chance supplémentaire, quoi. en vrai, Brady, il est cinquième du classement. D'accord? Au-dessus, tu as Della Maddalena qui, lui, combat pour la ceinture. Ensuite, tu as Kamaru qui est off, on ne sait pas quand il revient. Et puis après, tu as Shafkat qui est out. Donc finalement, c'est le nom le plus légitime, Brady, là, actuellement. Hmm. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais c'est bien. Tu vois, on l'a dit, cette KT, depuis qu'il y a eu quelques ajustements et quelques Ouais, blessures, non, bah, c'est top. ça l'a renouvelé et c'est très bien. Non, non, j'aime bien. C'est Et très, quand très tu bien. vois que juste derrière Brady, tu as Buckley qui monte en puissance, et juste derrière Hmm. lui, tu as Yann Gary, Hmm. je pense qu'il y a des beaux fights qui vont arriver dans cette KT. Ouais, Buckley, j'ai hâte de voir la suite aussi. J'ai hâte Ouais. de voir la suite dans cette catégorie-là. Franchement, il me hype bien.
Ouais. Il est toujours aussi malaisant, mais il peut bien. Bon, bah écoute, on verra ça. On continue avec Ferguson qui revient sur sa rupture avec l'UFC. On sait que lui, bah, c'était dur hein, on sait que c'est dur déjà pour les combattants stars de quitter la Big League, de quitter l'UFC. On pensait que vraiment que pour Ferguson, bah, seule la mort en fait serait une solution pour le faire sortir de cette cage. Donc on l'a dit plein de fois, hein, personne ne savait comment il allait pouvoir s'en sortir. On pensait que l'UFC allait devoir le virer, mais bon, après, pour aller où, pour faire quoi, comment et tout ça, enfin, tu vois, c'était compliqué. On sentait que c'était un petit bourbier inextricable pour l'UFC. Et pourtant, je trouve qu'il a pris ça avec beaucoup de sagesse. Il en a parlé chez Ariel Helwani. Il a dit je dois vous dire que j'ai emballé toutes mes affaires de l'UFC, je les ai mises dans un sac. C'est la chose la plus difficile que j'ai eu à faire. Ça, j'ai pas de mal à le croire. Il a fallu quelques jours pour que je puisse m'adapter, mais j'étais prêt à passer à autre chose. Ça, c'est la bonne nouvelle. En parlant avec Dana White et Hunter Campbell, nous sommes tombés d'accord que c'était le meilleur intérêt pour moi de passer à autre chose, et honnêtement, c'était génial. Je veux pratiquer d'autres sports, découvrir de nouvelles choses, de nouveaux trophées, de nouvelles bagues. Donc peut-être il va se mettre au Super Bowl, je sais pas. Des nouveaux foutus championnats. Je veux continuer à ajouter des lignes à mon palmarès. Alors ça, par contre, voilà, ça c'est le côté où il va pas lâcher l'affaire quand même. Pendant ce temps, non, pardon, pendant longtemps, ce sport s'est construit sur le dos d'hommes et de femmes incroyablement forts, des combattants jusqu'aux promoteurs. J'ai été profondément impliqué dans la plupart de ces foutus changements qui ont façonné ce sport. On ne peut pas avoir peur du changement. Et en fait, c'est là où je trouve qu'il fait preuve de beaucoup de sagesse, c'est d'avoir ce recul de se dire, j'ai fait partie du truc. J'ai été effectivement membre actif de l'UFC pendant longtemps. J'ai construit et j'ai écrit les lignes de l'histoire de l'UFC. Mais il y a un moment, tu peux pas être et avoir été. Et aujourd'hui, j'apporte plus rien à l'organisation, en fait, tout simplement. Ouais. J'ai autre chose à faire ailleurs, mais plus à l'UFC. Ouais. Franchement, belle sortie. Et je pense que, on n'a pas d'infos sur ça, hein, mais je pense que ça a été très bien géré par l'UFC. Tu vois, autant ça peut être des chiens, ils peuvent te couper du jour au lendemain sur certains combattants. Autant là, je pense qu'ils ont fait les choses bien avec Ferguson et ils lui ont témoigné du respect. Ça se voit comment il parle d'eux et comment il prend du recul sur ça. Donc, écoute, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Bon, genre, on aurait tous préféré une retraite, je pense, pour ceux qui ont vu ces derniers combats. Maintenant, ça reste quand même dangereux, tu vois. On va pas se mentir. Il est Alors, toujours il perd, oui. compétitif à un certain niveau. Voilà, mais il perd contre des mecs vraiment très très forts. Là, il va combattre au GFL contre Dylan Dennis. Je serais pas surpris qu'il roule sur Dylan Dennis, tu vois. Mm-hmm. Oui, puisque Dylan Dennis, on va pas se mentir. Hein. Alors, attention, Dylan Dennis au sol, c'est un bourbier. C'est un bourbier. Au sol, c'est un vrai qu'il a bourbier. pas combattu Dylan Dennis. Non, mais même. Je l'ai vu encore tourner récemment et tout ça. Enfin, ça reste un prodige du JJB. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Hein? C'est vrai qu'il est fort, ce con. Mais oui, il est très fort. Il est vraiment très fort. Il a été bien fort formé. Hein. Insupportable. C'est ça, c'est un élève de Marcelo Garcia qui s'est fait virer par Marcelo Garcia parce que justement il vrillait et pour le coup il a été bien formé, il fait partie même encore aujourd'hui. Je pense que s'il reprend la compétition véritablement sincèrement dans le jiu-jitsu brésilien, je pense qu'il fait encore des choses. Tu vois, je pense sincèrement. Je le voyais tourner, alors c'était il y a un petit moment de ça, mais il était chez les Miao à un moment dans leur académie. Il tournait en tout cas dans la même académie. Franchement, c'était très compétitif. Enfin, tu vois. Non, c'est quand même un sacré bourbier, ce mec-là. Là, il va combattre en boxe anglais, je crois, contre KSI, là, je sais pas quoi. Là. Voilà, ça, je veux pas voir. Maintenant, ce combat-là, il m'intéresse en soi, encore une fois, tu vois, encore un combat bien matchmaké de la part du GFL. C'est la team New York, Dylan Dennis, contre la team LA pour justement Ferguson. Et ouais, je pense qu'il debout, il y a la chance il a sa chance hein, Ferguson véritablement contre Dylan Dennis parce que c'est pas un boxeur, ça a jamais été. Par contre au sol il y a match. Ce que j'ai juste peur pour Ferguson, c'est son côté je tape pas. Dylan Dennis il va pas prendre de pincettes. Si ça doit casser, ça cassera. Tu vois, je pense que là-dessus il y aura pas de retenue. Mais en fait il y a match debout pour Ferguson, il y a match au sol pour Dylan Dennis. Ouais, non, en tout cas en MMA, il y a match, tu vois. C'est plus ou moins de son niveau. Ouais.
J'aime bien c'est les oppositions qu'ils mettent en fonction du style aussi, tu vois. Deux styles où il est réputé pour être un bon grappleur aussi, Ferguson, même si aujourd'hui j'ai un peu plus de mal à le voir comme un bon grappleur. Tu vois, j'ai Ouais. vraiment du mal à le voir comme un bon grappleur aujourd'hui, surtout que visiblement on le voit plus trop avec Tense Planet, on le voit plutôt plus trop avec Eddie On Bravo. voit Tu vois, plus trop quand avec Eddie Bravo personne. il était dans son coin, tu vois, c'était sympa. Aujourd'hui c'est un peu plus compliqué. Mais malheureusement, j'ai peur d'une victoire quand même de Dylan Dennis sur ce combat-là. Écoute, on verra. On verra. Maintenant, il prendra pas. Alors, hormis soumission, s'il tape pas, je pense pas que c'est un combat où il va prendre énormément de dégâts. Non. Ouais, voilà, à part articulairement parlant, s'il se fait sauter quelque chose, effectivement. Ouais. Bon, vaut mieux qu'il se fasse endormir là. Dans l'idéal. Dans l'idéal. Non, mais c'est vrai que quand tu vois, c'était quoi la clé de talon de. Le Juji, c'était qui? Le C'était Juji, Oliveira. c'était Oliveira et la Et clé la de clé de talon, talon, c'était Dariush. c'était Dariush. Ouais, c'est ça. Dans les deux cas, il n'avait pas tapé, quoi. Après, il a une résistance à la clé qui est très impressionnante. Hein. Oui, parce qu'il n'a pas tapé, mais il n'a pas été blessé non plus. J'ai pas l'impression. Je crois pas de mémoire, puisque finalement, il n'y a pas eu de coupure très longue entre ces combats, tu vois. Ouais. Donc à voir. À voir. Mais bon, en tout cas, tu vois, parce que là, je parlais d'Eric Cara tout à l'heure, j'ai écouté son dernier épisode qu'il a fait, parce qu'il revient avec Fréquence MMA, tu vois. Alors, moins fréquemment, mais il revient quand même. Et il a parlé du GFL, et tu vois, on est plutôt sur la même longueur d'onde. Hein. Sur le fait que lui, ce qu'il disait, c'est qu'avec, qu'il avait toujours cette envie, tu sais, de ne plus voir les combattants UFC, en tout cas les combattants MMA, rester au plus haut niveau dans des ligues qui leur apportaient pas justement un endroit plutôt safe, tu vois, et cohérent pour continuer s'ils voulaient continuer. Alors maintenant, on verra ce que ça donnera hein, par la suite, mais pour l'instant, en tout cas, ce lieu a l'air d'être le lieu qu'on attendait justement. Tu sais, à chaque fois qu'on disait, je comprends pas pourquoi justement un Ferguson continue à l'UFC, bah, ce lieu-là lui permet en fait de voir d'autres perspectives. Et si ça peut permettre de redescendre gentiment et tu vois d'accepter ta fin de carrière en passant par ce GFL, écoute, pourquoi pas? Ouais. Ouais. Écoute, en tout cas, ils ont réussi l'exploit de faire accepter à Tony le fait de quitter l'UFC. Tu vois, nous, on pensait Ouais. qu'il allait se foutre en l'air une fois qu'il aurait été viré de l'UFC. Écoute, c'est une bonne chose. Je finis par penser que c'est une bonne chose. En tout cas, pour le cas Tony Ferguson, c'est une bonne chose. Ouais, ouais. Après, on me dit dans l'oreillette que l'UFC lui a retiré ses clés de voiture, quand même, au cas où, qu'il ne saute pas dans un ravin. Et qu'ils sont passés dans son appartement pour mettre un verrou au tiroir des couteaux. et, et à la pharmacie de la salle de bain. Ils ont retiré tous les médicaments de la pharmacie de Non, la salle de bain. je pense qu'il. Après, c'est variable parce qu'il y a eu plein de moments où il est lucide dans ses déclarations et d'autres moments où il vrille complètement. Donc, je sais pas c'est quoi le trouble qu'il a, Tony Ferguson. Mais là, en tout cas, il est dans une bonne phase. Donc, tant mieux. Je sais pas s'il a un trouble, mais ouais, peut-être que. Si, Et il a un peut-être trouble schizo. psychiatrique. Ouais, c'est vrai. Oui, Tu oui, l'avais ça, vu j'avais premier lu un degré. article sur ça. Ouais, ouais, bien sûr. D'accord. J'avais pas vu. J'avais pas vu. Mais de toute façon, on ne se moquera pas. Parce qu'on respecte toutes les personnes qui ont des troubles. Moi, le premier, j'ai des troubles. Donc, ensuite, on enchaîne avec le FBI qui veut faire un partenariat avec l'UFC, les amis. Eh oui. On sent que l'administration Trump, c'est pas mal pour ça. Hein. Parce que, donc, c'est une info de Fox News, déjà. Fox News, qui n'est pas confirmée, bien sûr, à cette heure-ci, hein, bien sûr. Mais c'est Cash Pastel. Cash Pastel. Ça me fait penser tellement, hein, tu te souviens de Cash Pistache? Ce qu'on appelait un ancien élève. Parce qu'à chaque fois, quand il disait un truc, bon, allez, Cash Pistache. Donc Cash Pastel, c'est le directeur du FBI. Et Dana White, qui sont assez proches. Et visiblement, Pastel voudrait améliorer la formation de ses agents de terrain grâce à l'UFC. Alors, moi, je me pose plein de questions quand je vois cette Non, ça info-là. Je passe me dis, pas. est-ce que c'est des combattants de l'UFC qui vont former des agents du FBI Ah non, ou est-ce que c'est des coachs, tu vois c'est pas est-ce coach que de c'est... l'UFC. En fait, c'est ça qui m'a fait rire dans la. Bon, c'est juste un gros coup de pub pour Bien l'UFC, tu sûr. vois, une grosse mise en avant, hein,
un petit renvoi de l'appareil de Trump parce que Dana White, il l'a bien aidé dans son ascension. Dans sa campagne. Voilà, dans sa campagne. Donc au final, c'est ça. Parce que quand j'ai lu l'article où ils disent que c'est des coachs de l'UFC qui vont former déjà des coachs de l'UFC, ça n'existe pas. Ça veut rien dire. De MMA, tout court. Non, puis ça veut rien dire. Des coachs, non, mais parce que non, ça peut être des coachs de l'UFC, des coachs qui ont des athlètes à l'UFC. Mais quel coach, tu vois Non, mais même un coach. Oui, ok, ouais. Tu vois ça reste un coach de MMA. Oui, non, mais ça reste un coach de MMA. Oui, non, mais parce que c'est du MMA, mais spécifique à l'organisation de l'UFC. Parce que moi, ce que je vois, effectivement, je vois le coup de com', mais je vois aussi le contrat juteux, sans trop d'implication, par exemple, pour envoyer un vrai ascenseur financier, par exemple, à l'UFC. C'est-à-dire que l'administration américaine va payer des deniers privés, enfin des deniers publics plutôt, de l'argent à l'UFC pour organiser une formation des agents du FBI. Tu vois ce que je veux dire? Surtout que c'est complètement ridicule parce que je pense, je n'y connais rien, hein, et je pense que les agents du FBI ont les moyens, en tout cas, d'être formés déjà en MMA. Je pense que c'est déjà le cas, tu vois. Ils sont déjà formés. En tout cas, si c'est des agents de terrain, ils sont formés en combat. Donc, ils ont tout ce qu'il faut. Donc, non, c'est juste un coup de pub. Ouais. Ouais, je te dis pub, et je pense, si ça se fait, c'est aussi contrat juteux. Financier, bien sûr, bien sûr. Ah oui, c'est là où tu vois que l'UFC... je pense que là, le monopole UFC va encore plus s'élargir maintenant. Là, ils ont les pleins pouvoirs, l'UFC. Ça va être les rois du monde aux États-Unis. Et tu vois, quand on parlait de Khamzat Chimaev, où justement les gens disaient, mais attends, Trump, c'est pas lui qui décide, c'est plutôt justement le FBI, savoir s'il peut rentrer sur le pays, dans le pays et tout ça. Enfin, tu remarques que toutes comme c'est justement c'est Trump qui a nommé Cache Pistache là. Donc j'ai envie, j'ai envie de te dire, c'est pareil. Tu vois, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Donc voilà, on va pas se mentir, ils font effectivement un peu ce qu'ils veulent l'UFC. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont été aussi impliqués dans ce retour de Trump justement à la Maison Blanche, parce qu'ils ont vu ce que ça a apporté dans la première mandature, donc ils savaient ce que ça allait apporter dans la seconde, surtout avec beaucoup plus de liberté dans le discours et dans les actes dans cette deuxième mandature, tu vois, dans ce deuxième mandat. On le voit en très peu de temps, tu vois, on voit que là, il y a plus de retenue, tu vois, on le voit, il y a plus de retenue. Donc effectivement, c'est plutôt pas mal. Et surtout, tu parles de l'UFC, mais l'UFC, en fait, ils sont sur tous les doses, là. Il va y avoir une grosse explosion, je pense, de l'UFC encore plus grande qu'elle ne l'est aujourd'hui, parce que déjà, Dana White voudrait revenir sur alors c'est pas dit encore, hein, mais sur le système du pay-per-view qui visiblement ne fait plus le taf suffisamment, et on voit les ventes de pay-per-view, elles se cassent un peu la gueule, mais plutôt revenir sur des diffusions plus classiques, mais c'est surtout avec d'autres sphères financières, en fait, tout simplement. Parce que en fait, l'UFC se plaint de la renégociation du contrat, tu vois, pour la diffusion, justement. En fait, en 2018, ils avaient signé avec ESPN pour 1,5 milliard de dollars. Sauf que ce qu'ils disent, c'est que aujourd'hui, la régularité des événements, le fait de faire des événements tous les week-ends, le fait qu'il y ait une portée mondiale, que l'UFC soit vraiment diffusé et parcourt aussi le monde entier, tu vois, ce qui est une réalité, fait que aujourd'hui, ils méritent beaucoup plus d'argent en fait pour diffuser leurs événements. Il prend l'exemple de la NBA qui a signé un montant record avec 76 milliards pour 11 ans de médiatisation, en tout cas de diffusion, on va dire. Donc ça, c'est en fait cette annonce-là motive énormément l'UFC à renégocier. Alors avec ESPN, mais pas que, on en avait déjà parlé, il parlait de la plateforme Netflix, il parlait d'Amazon, mais ça peut être encore autre chose. Je sais que sur ce que j'avais vu, mais je ne l'ai pas retrouvé malheureusement, il parlait aussi de mettre peut-être un peu plus en avant, de profiter un peu plus de l'UFC Fight Pass, parce qu'ils ont une application native, et qu'ils pourraient en profiter plus, parce qu'en plus ils multiplient les formats avec le jiu-jitsu brésilien, avec le karaté, enfin tu vois, il parlait de tous les sports qui sont accessibles avec l'UFC Fight Pass. Donc effectivement, il parle de tous ces trucs-là. Et en fait, le montant seul ne va pas jouer dans cette histoire. C'est pas celui qui va apporter le plus qui forcément remportera le deal, mais c'est plutôt aussi le fait d'être en cohérence avec, vu que c'est sur du long terme qu'ils veulent travailler avec la politique actuelle de l'organisation. Tu vois. C'est un peu l'idée, c'est qu'en plus il y ait pas trop de contraintes.
tu vois, visiblement. Et je pense qu'ils envoient un message à ESPN qui voulait, puisqu'ils donnaient 1,5 milliard, ils voulaient absolument avoir la main mise sur l'organisation des cartes et qu'il fallait absolument que les numérotés soient attractifs, que ceci, que cela. Là, en gros, il dit voilà, non, c'est nous qui gérons, tu payes et on fait ce qu'on veut. Voilà, je pense que c'est un peu ça le message caché derrière, quoi. Ouais, bon après, c'est des sujets que je maîtrise pas, donc. Mais ça, c'est une chose qui est vraie, c'est que les ventes de pay-per-view, ça fonctionne plus. Parce que c'est une nouvelle ère. L'UFC en général, ils sont assez précurseurs sur tout, tu vois. Donc c'est logique qu'ils pensent à trouver d'autres systèmes. On verra. C'est vrai que Netflix, moi, je trouve ça pas mal. Hein. Ouais. Parce que ça à la condition que tu continues de payer ton abonnement et que tu n'ailles pas plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc, en fait. Voilà. Est-ce que tu payes ton abonnement et puis tu as accès, ou est-ce qu'il y a un supplément? Mais après, s'il y a un supplément, dans ce cas-là, tu redeviens entre guillemets pay-per-view, tu vois, si tu dois payer quelque chose en plus. Je suis d'accord. Après, si l'UFC retombe sur ses pattes financièrement, je pense qu'ils s'en foutent de toucher des pay-per-view. L'UFC organisation, tu vois, entreprise. Ouais, bien sûr. Après, l'UFC Fight Pass, j'espère que si jamais ils l'utilisent, tu vois, pas comme ça, j'espère qu'ils augmenteront pas non plus trop le tarif. Parce que c'est quand même abordable. Je crois qu'on est à 85 € l'année ou quelque chose, 85 $ l'année. Si je me trompe pas, c'est ce que j'ai dû payer la dernière fois, je crois. Ouais, c'est pas excessif, le UFC Fight Pass. Ouais, non, c'est pas mal. Le jour où ils me font payer 80 $ par mois, là, on va faire du streaming. On va pas se mentir. De toute façon, nous, en France, prions pour que ça ne bouge pas. Hein. Honnêtement, 25 € RMC Sport avec tous les événements qu'on a, et je pense qu'il n'y a pas un pays où on est mieux loti qu'ici. Ouais, mais je pense au-delà du MMA, moi. Je pense, tu sais, tu vois, moi je regarde le Polaris, je regarde l'UFC Fight Pass Invitational, tu vois, je regarde tous ces trucs-là. Ah oui, non, moi je parle uniquement du MMA. Et puis surtout quand je prépare les podcasts, mais même en termes de MMA, quand je prépare les podcasts, moi qui n'ai pas RMC, tu sais, classique, on va pas se mentir, tu vois, j'ai besoin d'avoir un accès au combat pour pouvoir les regarder. Tu vois, d'avoir une base de données, tu vois. Et je suis un peu tributaire de l'UFC Fight Pass pour l'instant. Mais c'est vrai que en France, on est bien loti à ce niveau-là. On est bien loti le fait d'avoir du MMA qui est livré à domicile pour un abonnement mensuel qui est pas excessivement cher non plus. Combien tu payes, tu m'as dit? C'est 25 €. Non, c'est 20 €, je crois. 20 € par mois? Ouais, 20 € par mois. Ouais, c'est pas mal. T'imagines, c'est que dalle. Et en plus, maintenant, ils ont tout. C'est-à-dire que t'as non seulement l'UFC, t'as KSW, t'as tout. Oui, non, c'est sûr. Moi, la seule problématique que je vois à ça, c'est sur le problème qu'ils veulent retirer les pay-per-view, c'est quid en fait du salaire des combattants, surtout des champions, qui ont des points pay-per-view. C'est-à-dire que tu vois, on parle du salaire des combattants. Tu vois, ce week-end par exemple, alors il y a le MMA Junkie qui a sorti des salaires flat, hein, mais vraiment, tu sais, sans prime, sans rien. Le plus gros salaire, il était à 11 000 $. Gomis, il a touché 4 500 $, en dehors des primes. Et donc, il n'a pas dû toucher non plus extrêmement cher. Tu vois, je sais pas combien il a dû toucher en tout. Mais je pense que s'il a touché 15 000, c'est le max du max. Et encore, je suis gentil. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu vois la hauteur des salaires, ce qui fait que les combattants touchent autant, et encore, quand on dit autant, faut pas aller chercher bien loin non plus, hein. Mais quand ils sont champions, c'est parce qu'ils négocient des points pay-per-view. Demain, tu retires les points pay-per-view, tu fais comment? Tu as l'UFC compense. Alors, ce qui serait juste pour les combattants qui vendent moins, bah voilà. Mais pour les combattants qui vendent énormément, je pense à un Conor McGregor ou un John Jones, tu vois, c'est un manque à gagner énorme, tu vois, de pas avoir les points pay-per-view. Ouais, après, je pense que tu le négocies de la même manière. Partons du principe qu'ils sont payés beaucoup plus par la chaîne, tu vois. S'ils arrivent à négocier, on prend un exemple, le même contrat que la NBA. Ça ne sera pas le cas, mais voilà, on part de ce postulat. Tu peux dire que le main event, par exemple, il pourra négocier sur le nombre de vues. Voilà, sur le nombre de vues de l'événement, il aura le même principe que le pay-per-view, vu que de toute façon, tu as les fonds. Tu les as eu en avance, on t'a donné une avance, tu les paieras comme ça. Ouais, sauf que bon, t'as 60. Ouais, enfin, après, c'est vrai que c'est une énorme somme, hein, 75, par exemple, 76 milliards sur 11 ans. Ouais, c'est vrai que c'est une énorme somme, on va pas se mentir. Mais bon, on connaît l'appétit de l'UFC aussi. Tu sais, faut toute proportion garder. Après, on va parler justement de la boxe.
Mais toute proportion gardée, l'UFC, on sait leur appétit, on sait à quel point ils ont du mal à lâcher du pourcentage de ce qu'ils gagnent aux combattants. Et le problème, c'est que les combattants, ils sont un peu bloqués parce que c'est l'UFC la maison mère et c'est le seul titre qui a de la valeur, c'est celui de l'UFC. Ouais, mais j'ai quand même du mal à voir. Alors ça met beaucoup de temps à augmenter, hein. J'ai du mal à voir les salaires baisser. Je pense que C'est pas les salaires baissés. les champions de demain ne gagneront pas moins que les champions d'aujourd'hui. Pay-per-view ou pas pay-per-view. Si, je pense. Ah ouais? En fait, quand tu disais j'ai du mal à voir les salaires baisser, je pensais que tu parlais des gens qui ont déjà un certain niveau de salaire. Eux, ça baissera pas. Par contre, les prochains, s'ils gagnent moins, c'est pas grave. De toute façon, t'acceptes ou t'acceptes pas, tu vois. De toute façon, si tu veux véritablement être connu dans ce sport et que tu veux avoir la seule ceinture qui a une légitimité, c'est l'UFC. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui acceptent de combattre pour 4500 balles. Tu vois ce que je veux dire? Alors là, j'exagère quand je dis 4500 parce qu'il y a les primes et tout ça, mais qui combattent pour 10 000 balles. Et qui peuvent combattre pour 10 000 ou 20 000 pendant longtemps. Parce que tu sais, il y en a beaucoup qui combattent pour max 20 000 par combat pendant longtemps. Pendant plusieurs années. Ouais. Ouais. Après, oui, c'est dégueulasse. Bien sûr que c'est dégueulasse quand tu vois tout ce qu'ils génèrent. Mais ces 20 000, ces mecs-là, dans une autre orga, peut-être qu'ils les auraient même pas. Peut-être qu'ils les auraient. Faut y Plus aller. rapidement. C'est ce que certains font. On en a parlé tout à l'heure pour Taylor. On disait que potentiellement, tu vois, s'il allait dans une autre orga, il gagnerait mieux sa vie qu'à l'UFC. Regarde Saladin Parnasse, s'il va pas à l'UFC pour l'instant, c'est parce qu'il sait qu'il gagne bien mieux sa vie là où il est que s'il avait été à l'UFC. Enfin, tu vois, je pense que son salaire, franchement, un Salah pourrait être divisé peut-être par 5 son salaire, presque, s'il va à l'UFC. Je pense même plus. Je suis gentil quand je dis 5. Dans ma tête, j'avais pensé 10 à la base. Je pense pas qu'ils prennent. Si on dit qu'il prend 500, 600 000 par combat, je pense pas qu'ils prennent 100 000 à l'UFC. Hein. Je pense, dans les 80 000. Hein. Mais c'est pour ça, au début, j'avais même pensé à 10 en basant sur 50, tu vois, 50 000, tu vois. Ouais, 50 plus 50. Ouais, 50 plus 50. Donc c'est pour ça, tu vois, et il y en a qui font ce choix-là, mais il y en a combien qui ne veulent pas faire ce choix et qui veulent absolument avoir la ceinture de l'UFC parce que c'est là où il y a les meilleurs. Parce que dans l'inconscient collectif, c'est la seule ceinture qui... si t'es pas champion de l'UFC, t'es pas champion, t'es pas le plus fort. Regarde ça là, tout le débat qu'on a. C'est tous les gens disent, oui mais ok, mais c'est pas le plus fort. Même s'il était numéro 1 Fight Matrix, tu vois ce que je veux dire, dans le classement Fight Matrix, on dirait, ouais, mais non, il n'est pas champion UFC. Ouais. Ouais, mais bon. Je pense qu'il y a quand même de plus en plus de jeunes combattants qui vont choisir le côté financier et que ça va forcer l'UFC à augmenter dans tous les cas. Je sais pas. Je suis pas aussi confiant que toi. Je suis pas aussi confiant que toi. Ça, Parce que il y a peut-être un ou deux. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est comme ils ont fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'il va y avoir 5 personnes, 6 personnes qui vont bien payer, vraiment bien payer, tu vois. Et tout le monde va espérer être parmi ces 5-6 personnes et c'est ce qui va les attirer aussi à l'UFC. ouais. Tu vois, c'est ton discours, en fait, si je reprends ton discours que tu as déjà donné. Tu dis, oui, mais ok, tu gagnes plus dans une autre orga, mais à l'UFC, c'est là où tu peux gagner vraiment le plus. Tu vois ce que je veux dire? Si tu arrives à un certain niveau de ta carrière. Mais sauf que ça se compte sur les doigts d'une main. Oui, c'est vrai. Le problème, il est là. Après, on en a déjà parlé 1000 fois. C'est un pari sur toi-même. Certes. Mais tu sais, il y en a plein de gens qui se voilent la face. Oh, Regarde, dans la nouvelle star, il y en a plein, on a dit, ah frérot, t'es le meilleur chanteur du monde. Et au final, il finissait dans les casseroles du début de l'émission. Tu vois ce que je veux dire? Il a fait un pari sur lui-même. Mais le pari n'était pas gagnant. Le pari n'était pas bon. Ouais, non, moi je trouve que c'est compliqué. Mais je pense que même s'ils baissent les salaires, alors quand je dis baisser les salaires, bien sûr que
En fait, c'est même pas les baisser, c'est qu'ils vont les maintenir au million, tu vois. 1 million par combat, mais c'est que dalle. C'est que dalle. Le truc, c'est qu'avec les pay-per-view, t'avais au moins l'espoir d'aller un peu plus haut, tu vois. Et là, ils te diront, ouais, mais t'es champion, t'as 1 million. 1 million, 1 million 2, tu vois. C'est bien déjà. T'es millionnaire, frérot. Ouais. Ouais. Ouais, non, mais ça va pas changer. Je te dis, ça changera pas de sitôt. Ils vont pas les baisser, alors ils vont peut-être pas les baisser drastiquement, mais en tout cas, t'auras pas la certitude, t'auras plus cette certitude entre guillemets, mais t'auras plus cette possibilité sans les pay-per-view d'espérer grappiller encore quelques dollars, tu vois. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. De toute façon, c'est un projet. Je pense que il y a peut-être aussi. Lui aussi, tu sais, il est dans le bluff, il veut renégocier. Tu vois, il n'y a rien d'acté encore sur le fait de lâcher ou non les pay-per-view. C'est une idée, je pense. Donc, s'il en parle là, c'est qu'il arrive sûrement en fin de contrat avec ESPN. Donc, de toute façon, ça va sortir rapidement, là, les infos. Après, tu veux que je te donne un dernier exemple sur ce que j'avance? Les sponsors. Ouais. Tu vois, les sponsors, il est arrivé, il a fait en sorte que tu aies pu tes sponsors à toi, que tu aies le sponsor de l'UFC. Et au final, tout le monde a été perdant là-dessus. Alors, tu as quelques personnes qui ont été gagnants parce que peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens d'avoir des gros sponsors et donc le fait d'avoir 2000, 3000 euros de sponsors, tu vois, c'est sympa. Mais en vrai de vrai, les gros stars qui négociaient avec des Nike et tout ça, les Anderson Silva, les John Jones, les mecs comme ça, tu vois, qui avaient des gros sponsors, ils sont perdants. Ah, ils sont largement perdants. Oui, ils sont perdants gras. Eh oui. Et c'est pour ça, c'est ce que je te dis. En fait, si tu pars sur le petit, il est gagnant peut-être. Mais le gros, il sera toujours perdant. Même s'il gagne plus que dans les autres orgas. Et c'est ça, en fait, le côté vicieux de l'histoire. C'est que tu vas plus gagner là, sauf un Ngannou, peut-être, qui lui a réussi au PFL à tirer son épingle du jeu. Mais tu vas plus gagner que dans les autres orgas, légèrement plus. Donc ça t'incite à y être, mais beaucoup moins que ce que tu vaux véritablement. Ouais. Et le problème, c'est que ils veulent faire ce même système avec la boxe anglaise. Et là, Dana White était KO. Ils lancent officiellement leur filiale boxe anglaise avec l'appui de Turquie Al-Ashik. Ils ont fait un communiqué, enfin ils ont parlé, ils ont fait une vidéo justement où ils disaient, alors Dana White qui commence en disant quoi de neuf les gars, on est sur un accord pour lancer une toute nouvelle ligue de boxe avec Turquie. On adore, qui adore ce sport par-dessus tout. T'as Turquie Al-Ashik qui enchaîne en disant je suis très heureux aujourd'hui, je donne le drapeau de la boxe anglaise au meilleur homme qui puisse le porter. Il y a un boulot dur à présent. Mais je suis sûr qu'il va apporter aux gens et aux fans une magnifique ligue et rendre de la grandeur à ce noble art. Et Dana White qui dit le modèle est conçu pour apporter aux puristes les combats qu'ils veulent voir. Les meilleurs s'affronteront, les meilleurs affronteront les meilleurs. Et les combattants vont continuer à grimper dans les classements pour ainsi devenir le meilleur du monde. Donc il veut mettre un système de classement. On va continuer à faire des annonces, notamment sur l'endroit où vous allez pouvoir suivre tout cela. Donc ça colle un peu avec justement les plateformes et tout, mais aussi sur tous les autres détails. Donc on va en parler un petit peu. Moi d'abord je vous renvoie vers l'épisode 313 du RMC Fighter Club avec Baba et Alex Herbinet qui ont fait un épisode très complet. Alors avant cette annonce, mais justement où ils anticipaient justement la création d'une ligue par l'UFC, où ils parlent de tout, de toutes les implications possibles avec le Ali Act, avec tous ces trucs-là. C'est super intéressant. Moi je l'ai écouté. Franchement j'ai appris beaucoup de choses. Donc ça sert à rien de faire de la redite et moins bien. Allez voir cet épisode, franchement il est top sur Spotify, sur YouTube, vous le retrouvez partout. Maintenant, pour moi c'est pas une bonne nouvelle. Tu vois que pour la boxe en tout cas et surtout pour les bourses des combattants. En fait, avec la rupture de ce fameux Ali Act, alors qu'est-ce que c'est que le Ali Act? C'est quelque chose qui a été promulgué en 2000 visant à protéger les droits et le bien-être des boxeurs, à aider les commissions nationales de boxe à superviser la boxe et à accroître l'esprit sportif et l'intégrité au sein de l'industrie de la boxe. Dans les soucis que je vois potentiels justement avec ce Ali Act qu'ils vont sûrement vouloir casser,
et c'est vraiment qui colle avec l'UFC. On sait que l'UFC, il a été en procès là pour monopole et monopsome. Là. Tu sais, vraiment contre des combattants de l'UFC en disant qu'il y avait une concurrence déloyale et tout ça, le procès antitrust. Et en fait, dans les choses qui ont été combattues par ce Ali Act, il y a une interférence. C'est s'il y a une interférence majeure dans le sport en raison d'une compétition ouverte par des organismes restrictifs et anticoncurrentiels. Donc déjà, quand je lis ça sur Wikipédia au sujet du Ali Act, sur les plusieurs points qui ont permis ce Ali Act et de protéger les boxeurs pour qu'ils puissent vivre décemment de leur sport en toute intégrité et de la meilleure manière possible, je lis ce point-là et je me dis déjà, rien que là, tu comprends pourquoi l'UFC, déjà, ils vont vouloir faire sauter ça directement. Ils veulent une ceinture. Ils veulent plus de WBO, WBA, WBC, toutes ces ceintures-là, ils veulent que ça saute. Une ceinture, un classement, les meilleurs contre les meilleurs. Et en gros, si tu prends pas cette ceinture-là, comme c'est le cas avec l'UFC, en fait, t'es rien. Voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Moi, sur la boxe, j'y connais rien. Donc, moi qui regarde avec mes yeux de fan de MMA, j'ai du mal à suivre la boxe anglaise. Toutes les ceintures, etc. Le fait d'avoir une ceinture, pour moi, c'est pas une mauvaise chose. Moi qui suis pas la boxe, hein. Ça clarifie un peu tout. Je pense que les mecs, du coup, s'éviteront moins. Ce sera beaucoup plus difficile de s'éviter. Les meilleurs s'affronteront quand ils doivent s'affronter et pas quand ils veulent s'affronter parce que un est en déclin ou autre. Moi, je trouve pas que c'est une mauvaise chose. Je parle juste d'un point de vue sportif. Hein. Je parle pas d'un point de vue financier, etc. ou sur ce qu'ils vont perdre. D'un point de vue sportif, je suis d'accord sur le fait des différentes ceintures et tout ça, sur le fait que tu es X champion du monde, que en fait finalement tu dois réunifier. Enfin, il y a toujours cette envie quand même. Parce qu'on dit ils s'affrontent pas. Bon, t'as toujours quand même cette envie. En fait, ça retarde un peu, mais cette envie de réunifier les ceintures pour certains boxeurs. Tu vois ce que je veux dire? Donc bon, t'avais quand même ce truc-là où les différents champions des différentes organisations finissaient par s'affronter. Tu vois, tu sais, c'est quoi à dire parce que regarde, tu fais la corrélation avec le MMA. Tu dis, ouais, c'est bien d'avoir qu'une seule ceinture. Mais dans le MMA, il n'y a pas qu'une ceinture. Le PFL, le KSW, le Bellator, le Ares, Hexagone. T'as pas qu'une ceinture. T'as plusieurs ceintures déjà. Sauf que t'as qu'une ceinture qui a une véritable valeur, entre guillemets, aux yeux du public. Aux yeux du public. Tu vois, déjà. Ce qui donne après une légitimité aux yeux des combattants. Mais en soi, quand tu regardes, limite, je vais me faire l'avocat du diable. Tu avais la possibilité de réunifier toutes les ceintures en boxe. Tu réunifies pas toutes les ceintures en MMA. Tu vois ma logique ou pas? Le combattant, le champion de l'UFC va pas aller chercher le champion du PFL, puis le champion du KSW, et qui aurait en fait toutes les ceintures des trois organisations. Tu vois ce que je veux dire? Donc finalement, regarde là. Tu dis ouais, les gens s'évitent et tout ça. Ok. Qui ne veut pas voir Jones Ngannou? Ouais. Tu peux pas le voir en MMA. Non, je suis d'accord. En boxe anglaise, t'aurais pu le voir. Oui, t'aurais pu le voir en boxe anglaise. Non, mais attends, comment je vais formuler ça? Choisis bien tes mots, Rolly. Comment je vais Ce que je veux dire, c'est que c'est acté qu'une orga ne va pas, un champion d'une orga va pas combattre dans l'autre orga. Là où en boxe, de toute façon, ça se fait. Le but d'un boxeur, c'est de réunifier toutes ses ceintures. C'est ça son but. Le but d'un mec du MMA, c'est pas de réunifier les ceintures. C'est d'être champion de son orga. Ouais. Donc le fait qu'il y ait une seule ceinture, ça revient au même. Si t'es champion de cette ceinture, t'es champion absolu. T'es champion d'une orga aussi. Enfin, tu sais, t'as une ceinture mais d'une orga qui regrouperait tout le monde. Oui, non, mais le problème, c'est que ce que je te dis, c'est que c'est déjà pas ce qui existe en MMA. Ils veulent le faire en boxe. Ils veulent supprimer toutes les ceintures. Mais en MMA, ça n'existe pas. Parce que ça voudrait dire que si jamais ils le font, là, on est dans le monopole absolu. Ce qui est interdit par la loi. Ouais. En plus, là-bas, bon, l'anglais, c'est un sujet complexe, puisque c'est les managers qui règlent un peu tout. Est-ce que les managers ils seraient OK avec ça? Je suis pas sûr. C'est eux qui perdraient beaucoup d'argent. J'ai écouté tout à l'heure La Sueur, parce que j'ai voulu voir. Alors, contrairement à RMC, tu vois, RMC, ils sont contre ça à 1000%. D'ailleurs, il y a Baba là qui vient de me répondre sur mon message, là, j'écouterai tout à l'heure. Mais ils sont contre.
l'UFC, ils étaient plus partagés parce qu'ils se disent que l'organisation type UFC avec du rythme dans les, tu vois, entre les combats, tu vois, c'est vrai que c'est dur à voir la boxe parce que aussi comme alors Dana White qui disait, genre t'as un podcast entre chaque combat, t'as 45 minutes d'attente, ce qui est vrai. Donc il y aurait une organisation plus rodée en fait, on va dire avec l'UFC, plus couplée aux moyens financiers illimités de Turquie. Tu peux faire un truc extraordinaire, tu vois, c'est ça. Et en fait, à cette annonce, t'as Eddie Hearn qui a dit qu'il allait bientôt prendre sa retraite. Donc, t'as un des promoteurs de boxe les plus connus et les plus respectés qui, d'un coup, d'un seul, se dit « Ah, bah, je vais prendre ma retraite ». En fait, comme si il avait déjà conscience de son impuissance face à cette machine, UFC plus Turquie. Parce que Turquie, c'est celui qui est aujourd'hui, c'est le nom qui est associé à la boxe anglaise, c'est celui qui a apporté des combats que tout le monde voulait voir et qu'on a pu voir aujourd'hui et tout ça, donc voilà. Après, ce que disait la sueur, c'est que aujourd'hui, les seuls gagnants véritablement d'un gala de boxe, c'est les gros stars. Tu vois, c'est vraiment le main event, c'est les deux combattants du main event, et qu'après, limite, l'organisation, elle est à perte. Tu vois, c'est très mal organisé et c'est à perte. Ok, c'est vrai, parce que effectivement, c'est des promotions faites par les combattants, et donc ils s'organisent, ils font un contrat entre les deux, il y a une clause de revanche, pas de revanche. C'est vrai que c'est particulier, mais aujourd'hui, c'est quand même ce qui leur permet d'avoir des salaires décents, on va dire. Il y en a qui diront que c'est trop. Il y en a qui, en fait, on va dire que l'UFC c'est pas assez. Peut-être que la boxe pour certains, c'est trop. Je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, quand tu compares au foot, c'est peanuts. Enfin, tu vois ce que je veux dire. On va pas se mentir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le fait de s'auto-gérer et d'être protégé par la LIACT, ça te permettait quand même de gagner décemment ta vie et de pouvoir à la retraite au moins, tu vois, ne pas avoir à quémander, tu vois, combattre à 50 piges, faire ce que font tous les combattants de MMA, d'aller au GFL, d'aller chercher un peu d'oseille à la boxe anglaise, parce qu'il y a tous les faits pervers là-dedans. Donc là, effectivement, il y a des combattants qui vont continuer parce que leur nom vend à se vendre justement sur des événements, tu vois, des Anthony Joshua, des qui a encore, Usyk, il n'est pas encore à la retraite, mais tu vois, t'as des noms comme ça qui peuvent encore se vendre. Mais les prochains, ils seront en fait pieds et poings liés et à la gorge comme les combattants de l'UFC finalement, avec cette nouvelle organisation de boxe. Et ils gagneront beaucoup moins bien leur vie, mais vraiment beaucoup moins bien leur vie. Ils pourront plus atteindre ces sommes-là. C'est fini. Ouais. Je sais pas quoi en penser. Vraiment, ce sujet, je le maîtrise absolument pas. Non, mais si tu décorrèles le fait que ça soit de la boxe anglaise, ouais, tu vois, le fait que tu connaisses, juste sur le côté principe, tu vois. Sur le côté principe, Dana White, il est en train de mettre une douille à toute la boxe anglaise, là. Pour son seul profit à lui et à son organisation. En fait, il refait aujourd'hui, il a une lubie, il va refaire la même chose qu'il a fait pour le MMA à l'époque, il va faire pour la boxe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il s'est allié à un mec ultra puissant financièrement, qui va lui permettre en fait d'éteindre tout le monde en fait, tout simplement. C'est vrai en plus parce qu'il a fait la même chose pour le MMA avec les frères. Bien sûr. Bien sûr. C'est vraiment un génie. Hein. Le génie Ou un requin. C'est un requin. Un vrai requin. Donc, Donc ça, c'est acté. C'est monté, ça y est. Ah oui, c'est signé. C'est signé. Et ils ont même racheté le journal, et ça, je l'ai appris avec justement le RMC Fighter Club, The Ring, tu sais, qui est la référence justement dans la boxe anglaise. Et que derrière, en fait, ils font. Tu vois, les infos qui sont sorties, en fait, c'est Turquie qui. C'est lui qui a la main sur tout ce qui sort, en fait, finalement. C'est de la propagande pour lui, quoi. C'est lui qui décide qui doit être mis, pas mis. C'est lui qui décide qui doit être mis en avant ou pas. Enfin, tu vois, en fait, finalement, il y a plus de comment dire, de liberté de la presse boxe non plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, ça me fait flipper quand même un peu tout ça. Ce côté, moi je sais que j'ai beaucoup de mal avec le fait d'écraser les autres, tu sais, genre c'est bon, c'est moi, j'écrase tout le monde. Tu vois, j'ai de la force, j'ai une force financière, j'ai une force médiatique, j'ai une force d'entreprise, et je fais une OPA agressive sur tout le monde, et puis en fait, vous avez plus qu'à vous taire en fait.
tout simplement. Alors je te dis, il y aura quelques résistances au début, par des gens qui ont les moyens de la faire, des Canelo, tu vois, des mecs comme ça. Mais après, derrière, c'est fini. C'est fini. Les prochains qui vont arriver, ils vont manger leur pain noir. Ils vont pleurer. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que les gros noms actuels, ils vont s'en sortir encore. Et la prochaine génération, écoute, je sais pas, de toute façon, c'est fait. Il n'y a plus qu'à voir comment ils font évoluer le truc. Ouais. Par contre, de ce que j'ai compris de la sueur, là, il disait que la certitude que Dana White avait donnée, c'est qu'il n'y aurait pas d'interaction entre le MMA et la boxe. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas des Il n'y a passerelles pas de mec, à ouais, tout des va. passerelles. Ouais. Ouais, ce qui n'est pas plus mal. Ouais. Ouais, parce qu'on se disait, on commençait à se dire, hein, justement, tu sais, justement des Conor McGregor, là, on parlait de Pereira, tu vois, qui veulent, Oui, Pereira contre Usyk. Bah, d'ailleurs, Topuria, O'Malley. Pereira a mentionné le fait que Turkish, comme ils allaient monter l'organisation, ce serait beaucoup plus facile. Tu m'as fait une contraction entre Turquie et Alaïchik, tu m'as fait un Turkish. Même moi, en le disant, j'étais pas sûr de moi. Ah ouais, Turkish. Turquie. Ah, Turkish Airlines. Attends, Oh putain, il a pris un vol pour la boxe. Turquie Turquie, Alaïchik. Alaïchik, voilà. Voilà. L'homme qui peut se permettre de tenir Dana White par la petite mimine, comme ça, là, qui lui donne la main et qui lui dit viens, on va visiter mon appartement. D'ailleurs, j'ai vu un truc la dernière fois, tu sais, la fameuse photo de Mohamed Ali, tu sais, au-dessus de son adversaire, tu sais, qui venait de le mettre KO et tout ça. Sonny Liston. Il a fait allez, c'est même pas grandeur nature, c'est beaucoup plus grand, mais en or, une statue en or de cette image. Oh, ouais. Ah ouais. Ah, c'est le fast. C'est le fast. Ouais, donc on verra. Écoutez, on va attendre d'avoir plus d'infos. On verra ce qui va sortir et puis on en reparlera à ce moment-là. Mais c'est vrai que, ouais, j'ai du mal à voir ça. En fait, le truc, c'est que tu vois, je crois que Dana White, il a pété un câble. Il a dit, écoute, j'en ai marre que mes combattants, ils veuillent aller à la boxe anglaise parce qu'ils veulent gagner plus d'argent. Et ben, on va mettre tout le monde en fait à la même échelle. Et en fait, au lieu d'augmenter le salaire de ses combattants, il va baisser le salaire des combattants de boxe anglaise. Point. Allez, salut. C'est fou quand même. C'est fou. Très fort. Très très fort. On va continuer et on va finir avec justement, on va continuer à parler d'argent avec les 5 athlètes MMA les plus riches du monde en 2025. C'est Celebrity Network qui a sorti ce classement-là. Et le 5e, c'est Ngannou avec 15 millions de dollars. Fedor en 4e avec 18 millions de dollars. En 3e position, on a Georges Saint-Pierre et Tito Ortiz avec 20 millions de dollars. Khabib en 2e position avec 40 millions de dollars. Et le premier reste, et restera toujours, je pense, Conor McGregor avec 200 millions de dollars. Alors, pourquoi cette info m'a intrigué? C'est pas ça, parce que ça, on sait à peu près. Hein. De toute façon, l'ordre, on savait déjà. Déjà le fait que Fedor, tu sais, on se posait la question quand il a parlé quand on parlait de bare knuckle, quand on parlait de boxe anglaise et tout ça. Bon, on se rend compte que financièrement, ça va, il n'est pas à plaindre. 18 millions de dollars, ça va très bien. Donc, s'il le fait, c'est pas pour l'argent, c'est pour l'envie de combattre. Voilà. Mais c'est pas ça, c'est que quand j'avais vu l'image, en fait, ils avaient mis en 2e position, non pas Khabib, mais Rorion Gracie, qui a 50 millions de dollars, et j'avais vu l'image avec lui, et je me dis, mais en fait, qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans au milieu de tout ça, alors qu'il n'a jamais combattu en MMA? Le seul lien qu'il a avec le MMA, c'est parce qu'il est à l'origine, tu sais, des personnes qui ont créé l'UFC, en fait, tout simplement. Le créateur de l'UFC. Donc voilà, même si aujourd'hui je pense qu'il touche plus d'argent, je pense pas me tromper en disant qu'il ne touche plus d'argent de l'UFC, mais par contre, je pense que les 50 millions de dollars, ils viennent de la Gracie Barra et de l'empire Gracie Barra. En fait, il est à la tête, c'est le fils direct d'Helio Gracie. Donc voilà, il a récupéré la manne financière qu'est cette immense académie justement de jiu-jitsu brésilien. Et visiblement, tu vois, pour certains, tu peux gagner ta vie avec le jiu-jitsu brésilien quand même. En tout cas, pour lui, c'est le cas. Ouais, 50 millions, c'est vrai que t'as de quoi voir venir. Ouais, après, le problème, c'est qu'ils font tellement d'enfants que quand lui, il va disparaître, tu sais, tous les enfants, les cousins et tout ça, ah ouais, ils vont toucher 100 000. Ah, la famille Gracie, ils sont trop nombreux, c'est pas possible. L'académie, au début, c'était que dans la classe. Il y avait que, ils étaient 200.
Donc ouais. Non, mais c'est marrant, 50 millions de dollars. Mais oui. Et Et il attends, y avait aussi Tito Ortiz qu'ils Connor, avaient pu 200 mettre dans le millions? classement. 200 millions, ouais. Numéro un. Ouais. 200 millions, on parle que du MMA? Ou de toutes sortes de Non, revenus? non, je pense que c'est tout revenu confondu. Et il a perdu beaucoup d'argent. Je sais pas. Après, tu sais, t'as ce qu'on veut, tu vois, dans ces enquêtes-là, je sais pas s'ils sont à la virgule près, tu vois ce que je Ouais, veux dire? ouais, ouais. Bah là, c'est plus d'une virgule, là. Oui, non, je suis d'accord. Moi aussi, quand j'ai vu 200 millions, ça m'a. Après, peut-être que c'est juste sport de combat, hein, les revenus des sports de combat, Ouais, parce que et pas des entreprises. il me semble qu'on avait parlé à l'époque qu'il frôlait le milliard. Ah Que bon? ça allait être un des premiers athlètes à avoir le milliard. Avec Ah ouais? tout business confondu, etc. Pas un des premiers athlètes, Mayweather, il a eu le milliard, hein. Oui, un des premiers, j'ai pas dit le premier. Il y a Cristiano Ouais. Ronaldo, Messi, il y en a plusieurs, tu vois. Mais c'est pas courant non plus des sportifs milliardaires. Ouais, ouais, je sais pas. Je sais pas du tout. J'avais pas vu cette info, moi. Enfin, en tout cas, ça me parle pas. Le milliard, parce que je sais il avait gagné 160 millions, je crois, avec la vente de Proper 12. C'était ça? 120 millions, je sais plus. J'ai plus les chiffres exacts en tête. Il avait fait combien avec Mayweather? Il avait fait ouais, 80 millions, quelque 120? chose comme ça. 80? Ouais, 80 millions, ouais, c'est ça. 600 millions de dollars, hein, Proper 12. La vente de Proper 12, c'est 600 millions de dollars. Oui, mais il touchait pas les 600 millions, lui. Il touchait qu'une partie. Je crois Il a il avait pas lâché les 600 l'action millions. majoritaire pour 600 millions de dollars. Ah ouais. Ah, moi, je croyais qu'il touchait moins que ça. Ouais, bon, écoute, en tout cas, quoi qu'il arrive, effectivement, bon, après, il n'est pas à plaindre, hein, 200 millions, mais oui, non, mais je pense que de toute façon, le procès qu'il a eu là récemment avec toute la perte de ses, comment dire, de ses partenariats et tout ça, financiers, enfin, tu vois, tous les business qu'il avait, tout le monde qui l'a lâché, je pense que ça a dû jouer aussi, hein. Ouais, mais il y a aussi le fait que Connor, c'est un combattant avant tout. Tout ce que fait Connor est lié à son image de combat. À partir du moment où il combat pas, il perdra forcément de l'argent. Ça, j'en suis sûr. Toutes ces sociétés perdront de l'argent. Ces marques de vêtements, tu sais, ces programmes d'entraînement, etc. À partir du moment où c'est plus un combattant, il perdra de l'argent. Ouais, je sais pas. Je sais pas, parce qu'après, tu vois, t'as la notoriété des entreprises qu'il a créées. Tu sais, après, c'est les entreprises qui fructifient au fur et à mesure du temps, tu vois. Ça reste une image quand même. Tu vois, il est loin d'être oublié, Connor. Ouais, il est loin d'être oublié, mais voilà, plus pour les bonnes raisons. On est d'accord. On est d'accord. Je sais pas, mais je crois que j'ai vu 200 millions, je crois que c'est assez stable, hein, parce que je crois que j'avais vu justement un autre article qui datait de quelques années où c'était déjà ce montant-là. Ok. Et tu disais, il y avait Tito Ortiz. Ouais, sauf que Tito Ortiz, ils l'ont pas mis parce que l'essentiel de ses revenus, je crois qu'il était aux alentours de 20 milliards aussi, 20 millions aussi, et c'était dû à la WWE, donc il n'était pas considéré comme un sportif sport de combat, tu vois, à ce moment-là. Enfin, en tout cas, MMA plutôt. Ses revenus, ils n'étaient pas forcément du MMA, Ah mais ouais, plutôt catch. euh, pas Tito Ortiz, qu'est-ce que je raconte? Tito Ortiz, c'est pas lui, Ah oui, je me disais Tito Ortiz. on l'a dit, on l'a dit. Non, poids lourd, Frank Mir, Ah, Brock Lesnar. Brock Lesnar. Brock Lesnar, effectivement, qui lui aurait été à peu près à la troisième, enfin, tu sais, à égalité pour la troisième place, mais c'est la WWE qui lui a donné l'essentiel de ses revenus. Gros de ses revenus. D'ailleurs, en parlant d'argent, j'ai vu aussi que Ronda Rousey, son dernier chèque, il était de 4,5 millions, je crois, quand elle a combattu contre Lee Holmes. Elle avait pris un short notice, c'est son coach, je crois, qui est revenu là-dessus. Il avait pris un short notice qui fait qu'elle n'était pas dans les meilleures conditions pour l'affronter, tu vois, techniquement et en préparation, mais qu'elle avait pris un gros billet et que ça lui avait permis de quitter l'UFC, tu vois, avec un, un joli matelas. Et en plus, comme on sait que derrière, elle a fait du cinéma et qu'elle est partie au catch aussi, je pense que derrière, bon, elle a dû continuer à prendre des gros chèques. Mais en tout cas, elle a fini avec l'UFC avec cette grosse somme-là et ça montre encore Mais pour le son coup, dernier pour combat, certaines personnes. c'est pas Nunes, son dernier combat? Ah non, c'est Nunes son dernier combat. C'est Nunes. Mais en tout cas, je crois que pour Holmes, si je me trompe pas, elle avait pris ce salaire-là en short notice. Pas mal, hein. Ouais.
Ouais. Bah, ça montre le respect que l'organisation lui apportait pour elle. Pour le coup, Ronda Rousey était très respectée par l'orga. Ouais. Donc bon, effectivement. Mais tu vois, encore une fois, c'est une poignée de personnes. Dans toute l'histoire de l'UFC, ça reste quand même quelques élus. Peu d'élus. Ouais. Bah, n'hésitez pas en tout cas à nous faire des retours un peu sur tous ces sujets-là, surtout sur celui de la boxe, nous dire ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est une bonne chose pour la boxe ou une mauvaise chose pour la boxe, ça m'intéresse. Parce que visiblement, tu vois, t'écoutes 2 podcasts et sur les 2 podcasts, t'as deux visions de la chose différentes. Je pense que ça dépend je pense que tu sais, d'un côté, t'as le côté passionné de boxe, côté Fighter Club, qui voit vraiment les implications pour les combattants, pour l'humain. Puis d'autre côté, t'as le côté business, école de commerce de la sueur qui, eux, voient complètement le côté business et qui se disent wow, Dana White, il est extraordinaire, ce mec-là. Donc, j'aimerais trop me raser la tête. Ah putain, c'est ce que Guillaume a fait finalement. Il s'est rasé la tête comme Dana White. Donc, moi, je suis plus, encore une fois, moi qui ne calcule pas les implications que ça peut avoir, je suis plus du côté de la sueur pour le coup que du côté du RMC Fighter Club. Moi, je serais toujours du côté de l'humain. À partir du moment où tu signes avec ton sang un contrat avec une organisation parce que t'as pas le choix, j'ai du mal. Tu vois, moi, je pars du principe que ceux qui prennent les vrais risques dans cette histoire, l'UFC prend des risques en organisant des événements et tout ça, donc il faut qu'ils soient rétribués à leur juste valeur, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui prennent des vrais risques, c'est les gens qui montent dans la cage. Encore une fois, hein, tu sais, pour moi, c'est comme dans les entreprises. Ceux qui font le MMA ou qui font l'entreprise, c'est les gens qui y travaillent. C'est pas celui qui le dirige. Il y en a, c'est des bons capitaines, effectivement. Dana White, c'est un super businessman et tout ça, donc il mérite un gros salaire, il n'y a pas de problème. Mais si t'as pas les petites mains, t'as pas de capitaine, en fait, il peut pas naviguer tout seul. Hein. À qui il donne des ordres? Ouais, donc il faut rétribuer les gens à leur juste valeur. Il y aura toujours une alternative. Il n'y a pas qu'une orga, comme tu l'as dit. Et des petites mains, elles peuvent aller ailleurs. C'est vrai. Et c'est pour ça que je te dis que s'il continue comme ça, et qu'il y a de moins en moins d'intérêt à rester à l'UFC, je pense qu'il y a d'autres organisations qui vont monter. C'est pour ça que je te dis qu'à ce moment-là, il réajustera. Finalement, c'est le coup de pression qu'il faut. Ouais. On verra. Ou il sera plus là d'ici là. Enfin, quoique. Voilà. Il a dit qu'il prendra jamais sa retraite. Il sera bien gavé, il sera plus là. Ouais, non, mais lui, il a dit qu'il prendrait jamais sa retraite, hein, de toute façon. Qu'il mourra dans l'organisation. En même temps, il s'éclate. C'est vrai. Le mec franchement, il vit sa meilleure vie. C'est vrai. Il a 500 millions en compte. Il parcourt le monde, il est dans les plus grands hôtels. Il est là, il est dans un univers. C'est vrai ça. Quand on parle des, je reviens sur le classement là, des mecs les mieux payés. S'il y a Rorion, pourquoi il n'y a pas Dana White? Ouais. Parce que lui, pour le coup, la majeure partie de ses revenus viennent du MMA. Ouais. Parce qu'il éclate tout le monde en fait. Il explose le compteur. C'est lui qui a fait le classement en fait. Exactement. Il a dit allez, les gueux, restez dessous de moi les gueux. C'est lui qui a la tête de Celebrity Network. Bon, allez, cette fois-ci on a fait le tour. Donc, likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast, le lien Tipeee en description pour, si jamais le cœur vous en dit, le lien aussi pour le site Import Fight avec le Tatami 10 pour avoir 10% de réduction sur tout le site. Donc voilà, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut. Salut.